France Maghreb 2. Vous aimez la liberté? Eh bien, ça tombe bien, on est là tous les jours. Votre talk de fin d'après-midi, 16h-18h, c'est votre émission Le Grand Forum avec Monsieur Mourad Goual qui fait son retour. Salut Mourad. Bonsoir Christophe, bonsoir chers auditeurs, et tu remarqueras que je suis à l'heure aujourd'hui. Oui. Je remarque que tu es à l'heure, effectivement, contrairement à la personne qui va t'accompagner, à savoir Tarek Mami, qui est dans les parages, mais qui n'est pas présent dans les studios. Voilà. Alors, ceci étant, soyez le bienvenus, en tout cas, mesdames, messieurs, jusque 18h, pour sur France Maghreb 2, le Grand Forum, bien sûr. Avec Mourad Goual, on va parler de quoi dans ton avis tranché tout à l'heure? Alors écoute, on va parler de... Je vais pas dire de quoi on va parler, je vais donner le titre. Oui. Le titre, c'est « On n'entendra plus le carillon teinté ». Très bien. Bon, eh bien, je laisse les gens deviner. Surprise, donc tout à l'heure, absolument, tiens, on devine. Bien sûr, c'est parti sur France Maghreb 2. Voici le sommaire de cette émission de ce vendredi. Nous sommes aujourd'hui le 26 janvier. Vous êtes les bienvenus. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum, dans un instant, il y a un an jour pour jour, notre chronique. Nous revenons sur un événement qui s'est déroulé il y a un an jour pour jour. Le 26 janvier 2017, lors du dernier meeting de Benoît Hamon à Montreuil, on est en pleine campagne d'entre-deux tours de cette primaire de la gauche. Un personnage est invité dans la campagne. Au programme, à Davos, Donald Trump a fait un discours surréaliste à propos de la Palestine. Il a estimé que Jérusalem n'avait plus à être posée et a dénoncé le manque de respect de l'autorité palestinienne. Tunisie, le président français Emmanuel Macron, qui sera à Tunis les 31 janvier et 1er février, a reçu à Versailles quelques 140 grands dirigeants d'entreprises internationales. À l'ordre du jour, l'examen de plusieurs projets dans lesquels la France voudrait investir, dont une grande partie consisterait en des investissements en Tunisie. Des dizaines de chefs d'entreprise pourraient accompagner le président français en Tunisie. Tunisie, Maroc, Algérie, unis pour que le couscous entre au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, le Maghreb uni, au moins pour le couscous. La question LGF. Erdogan a déclaré mercredi que la Turquie étendra son opération militaire en Syrie à la ville de Manbij. Faut-il craindre une confrontation entre les forces turques et américaines? Selon vous, vous répondez à cette question sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Et pour terminer, bien sûr, et avant de partir au week-end, une bonne dose de liberté dans le cadre de Libertad. Merci d'être avec nous, c'est le LGF, le Grand Forum sur France Maghreb 2. Soyez les bienvenus avec Mourad Goual qui est de la partie et Monsieur Tarek Mami que nous saluons. Bonjour Tarek. Bonjour cher Christophe, bonjour Mourad, le disparu pendant quelques vendredis. J'étais à Marseille la semaine dernière, je vais vous dire une chose. Ouais. Je suis en carence, je suis sérieux, hein, je suis en carence de vitamine D, c'est-à-dire le soleil. Avec lequel j'ai grandi, j'ai vécu. Depuis un an, j'ai des carences de soleil. Et je peux vous voulez la solution? Non, mais retournez à Marseille, ça. Non. Vous avez toutes les boutiques en bronze sous les lampes, là, à Paris. Et il n'y a aucun problème. Je peux vous dire que j'en suis. C'est atroce de souffrir d'absence de vitamine D, de soleil. Il va nous faire pleurer bientôt. Oui, tout à fait. Alors, je vous annonce que je serai absent vendredi prochain, donc vous allez avoir du temps. Au soleil en plus. Voilà, sauf si Christophe se charge de vous mettre quelqu'un pour partager l'émission et pour parler à votre place. On va se faire un dîner en amoureux, Christophe et moi, à la radio, en tête à tête. Et bien sûr, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs. Et subsidiairement ou accessoirement, les Marseillais et les Marseillaises, parce que là toujours, et de plus en plus, nous en avons même la preuve, grâce à Mourad. Mourad vient une fois par semaine, et nous avons beaucoup plus d'auditeurs toute la semaine. Merci Mourad. C'est l'effet domino. Voilà. Ouais. Faut pas trop lui dire, il va finir par y croire sinon. Alors, il faut bien dire quelque chose aux gens, hein. La question du jour, aujourd'hui, on va directement dans le vif du sujet. Erdogan qui a déclaré que mercredi que la Turquie étendrait son opération militaire en Syrie à la ville, alors excusez-moi de la prononciation, de Manbij. Voilà. Faut-il craindre une confrontation entre les forces turques et américains, parce que les Américains sont installés dans cette ville, Tarek? Alors, juste une petite réponse. Ouais. Moi, je m'appelle Bachar el-Assad pendant 3 minutes. Ouais. Vas-y, mon ami Erdogan, continue comme ça. Nettoie comme ça, comme tu reconnais que l'intégralité de la Syrie ne sera pas touchée. J'ai plus qu'à envoyer les fonctionnaires. Bon, ça dure moins de 3 minutes, hein, ça y est. Vous avez tout saisi ou pas, Christophe? Il a fait des efforts, attends. Ah bah oui, vous avez tout saisi ou pas? En partie, oui. Erdogan est en train de préparer le terrain pour Bachar et l'État central. Pour que la Syrie récupère la partie de l'État, la République kurde qui lui a été annexée. Non, pour lui permettre de justifier son retour en amitié avec Bachar. Ah, mais alors on sait plus à quelle sauce on est mangé avec Erdogan. Non, mais c'est pour ça, c'est Erdogan aujourd'hui a un problème à régler avec l'OTAN, avec les Américains. Et avec les Kurdes aussi. Non, attendez, c'est un truc, c'est une poupée russe, c'est le cas de le dire. Ça fait rien. Oui. Dans la poupée russe, vous avez les Américains et les Russes, le cœur de Bachar.
et l'Iran d'autre côté. Tout à fait. Bon, donc dans cette partie, il a un problème à régler avec les Américains. Parce qu'il considère que les Américains l'ont trahi pour aller avec les Kurdes. Ok. Et c'est vrai. Ok. Deuxième point. Donc, pour pouvoir se réconcilier avec Bachar, il faut qu'il montre qu'il n'était pas gourmand contre le pays, la Syrie, Tout à fait. machin, et donc il nettoie et il lui redonne les clés. Alors moi je vais juste nuancer, Allez-y. c'est qu'aujourd'hui ce qui se passe est une mise en scène, on le sait tous. C'est une mise en scène qui a été orchestrée de main de maître par Poutine. Oui. Ça a été négocié il y a déjà 3 semaines et mois. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, ça a été préparé il y a 3 semaines et mois. Et on va aboutir à ce que la République, j'écorche toujours son nom, l'État kurde, ne récupère pas les territoires. Il ne peut pas les récupérer. Non, mais c'était son idée et avec l'appui des Américains, Il n'y a c'était pas d'État kurde d'abord. Il n'y a pas les Kurdes Ils aujourd'hui. n'ont pas d'État, les Kurdes. Vous savez ma formule on parle préférée. des territoires. Oui. Des territoires qui sont Oui, au nord c'est de la l'Irak. Rojava, vous voulez dire la Et Rojava. aujourd'hui, ces territoires se sont agrandis pendant le conflit syrien et les Kurdes Avec quelles armes? avec les armes de l'État israélien, de l'État islamique, avec Non. les armes américaines, Non. c'est tout le monde parce que tout le monde disait non, mais c'est ça ce qu'il faut voir. Mais bon, on va rentrer dans le détail tout à l'heure. voilà, peut-être. c'est un Mais arrangement avec les armes de l'État syrien et Poutine. qui, avant de se retirer, Voilà. en 2013-2014, il a donné tout ce qu'il faut pour que les autres se défendent. Il leur dit, vous connaissez votre territoire. Voilà, mais Poutine a besoin, en tout cas, que les Kurdes reculent parce qu'il ne veut pas d'une alliance avec des Kurdes et des Américains à ses frontières. Ça, c'est autre chose aussi, c'est complémentaire. Donc faut-il la craindre cette confrontation? Parce que à la Non, base c'était la elle aura question. pas Non, lieu. Et non. d'ailleurs- Et les Américains se retireront, Et d'ailleurs, comme ils sur se sont Facebook, retirés ailleurs. Sur Facebook, les sondages sont dans le même sens que notre avis. C'est 60% non et 40% oui. Donc 60% de Facebookers qui Qui ne pensent sont pas qu'effectivement ils sont pas inquiets de cette confrontation qui Non. se Avec les profile Américains. selon certains avec Par les contre, j'ai Américains. pas eu le temps de saluer Mais- toutes les auditrices et les auditeurs parce qu'on m'a coupé 3 fois et donc il faut bien que je le dise. On a fait ça. Mais ça y est, vous l'avez fait, Tarek. Vous Ah bah inquiétez alors je pas, me vous rappelle entendez. pas, excusez-moi, Tarek, Alzheimer. Erdogan, Oui. on sait plus à quelle sauce on est mangé avec lui. Alors que vous savez comment Ils je font le- fanfaronne d'un côté, Voilà. ils reculent de l'autre, on sait alors, plus où aller. alors, la définition de ce bonhomme, c'est un fanfaron pragmatique. Il fanfaronne quand il y a le vent pour montrer qu'il est le grand chef. Notamment après l'annonce temps. de Donald Trump, Non, il mais tout le a temps. réuni évidemment tous ces pays à Ankara, etc. Et puis après, il recule finalement. Non, il recule pas. Il recule pas. Non, il est pragmatique, il regarde le rapport de force. Et quand vous avez 15 bombes nucléaires et que j'en ai qu'une seule, je viens négocier. Donc c'est un fanfaron Il pragmatique. s'attaque à Israël, sachant qu'il fait des affaires avec eux. Parce qu'il fanfaronne et il est pragmatique. Là, par contre, je rejoins Christophe parce que la première menace le premier levier que pourrait activer Erdogan vis-à-vis d'Israël, c'est pas un levier diplomatique, c'est un levier administratif, puisque aujourd'hui, pratiquement. Rompre les liens. Non, pas du tout. Plus simple que ça. Mais ça a un impact énorme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, entre 70 et 80% des gens qui se rendent à Tel Aviv par l'avion transitent par Istanbul. Il suffirait que la Turquie interdise les départs depuis Istanbul vers Tel Aviv pour que l'État israélien se retrouve complètement isolé. Mais isolé dans tous les sens du terme. Donc fanfaron et pragmatique, c'est ma définition. Et je pensais que c'était vraiment la chose qu'il ferait Et au il lendemain de fait- l'attaque de la flottille pour la paix où des Turcs ont Il été fait tués. peut-être cette fameuse phrase « Demandez beaucoup pour obtenir un peu Ouais. Mais en tout cas, c'est un leader. Il s'est imposé comme un leader international. je sais pas si c'est un leader. La question elle se pose aujourd'hui parce qu'il apparaît comme un leader lorsqu'il y a une décision à prendre. Au moment, par exemple, où Trump annonce effectivement que Jérusalem sera la capitale, etc. Erdogan apparaît comme un leader en essayant de réunir un maximum de pays chez lui en Turquie. Et puis après, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien. Oui, et il parle. Et donc Et il est pragmatique sur le terrain. Mais en plus, on lui reproche de jouer les fanfarons, mais au moins il est présent. Ils sont où les autres dirigeants arabes d'accord, mais ça sert à quoi de faire ça, Mourad? Ça sert déjà à si tu occuper fanfaronnes l'espace. et qu'après tu fais rien derrière. Non, C'est moi, Non, déjà en fanfaronnant, en occupant l'espace et en s'exprimant là où personne ne le fait, il occupe un vide. Ça c'est très important. Et ça rassure beaucoup de gens dans le monde de se dire que finalement Trump n'est peut-être pas le seul fou au monde à parler. Ça va, On a pour deux Kim fous. Jong-un, voilà, Kim Jong-un, pardon, et on en a d'autres. Mais c'est rassurant de voir qu'aujourd'hui il y a un bloc sino-russe et voire turc qui est en train de se créer et qui est en train de stabiliser, d'équilibrer les rapports Occident-Orient. Alors vous avez pour ça, cher Mourad, plusieurs, ce qu'on appelle les cercles concentriques. Vous savez, quand vous jetez une pierre dans l'eau, vous voyez comment ça fait ce Ça fait cercle. des ondes. Donc vous avez le premier cercle, c'est Chine, Russie, Amérique. Inde. Et Inde, oui, c'est vrai. Les trois. Dans le deuxième cercle, vous avez l'Inde qui recule un petit peu, et vous avez Russie, Chine, Iran. Et dans le troisième cercle, vous rajoutez à ces trois-là la Turquie.
Et ainsi de suite. Et donc, vous avez, c'est un jeu de poker menteur, Oui. dans lequel chacun préserve ses propres intérêts au maximum, et se couche un peu pour aider l'autre, pour que l'autre, le prochain coup, vienne avec lui. On accueille Sofiane qui est avec nous. Bonsoir Sofiane. Bonsoir Christophe, bonsoir Mourad, bonsoir Tarek, bonsoir tout le monde. Sofiane, est-ce qu'il faut craindre cette confrontation avec les forces turques et À les Mendesh. Américains à Mendesh? À Mendesh, même aujourd'hui, j'ai vu la déclaration d'Erdogan, il a mis la tenue militaire, il est parti à la frontière syrienne. Fanfaron. Et au niveau du centre de commandement qui gère cette... moi, je vois, il y a presque un divorce entre les États-Unis, parce que même les États-Unis... Un divorce contrôlé. ne savent pas, il y a des déclarations contradictoires les unes aux autres. Il y a ceux qui sont pro-turcs, ils veulent pas que cette alliance soit rompue, et il y a d'autres qui sont pro-kurdes et ils risquent de perdre la Turquie, comme ils ont perdu la Chine à l'époque. Alors du coup, aujourd'hui, la Turquie, la déclaration d'Erdogan, il a dit j'irai à Mendesh, et j'irai même au-delà de Mendesh, c'est-à-dire à l'est de l'Euphrate, c'est-à-dire le lieu que les États-Unis ont investi depuis un bon bout de temps, et j'irai jusqu'à la frontière irakienne. Maintenant, on dit qu'Erdogan, peut-être il parle beaucoup parce qu'il essaie de négocier, mais en même temps, nous sommes en train de voir, il y a presque un divorce entre les États-Unis, ou bien le courant qui pousse à une alliance américaine avec les Kurdes de l'IPG et avec la Turquie. Et aujourd'hui, moi, je pense pas que Erdogan fanfaronne, parce que Erdogan, quoi que l'on puisse dire de sa politique vis-à-vis de la Syrie dans la région, c'est un homme qui a une stratégie et qui a tenté, est arrivé à chaque fois de retourner des positions qui sont défavorables à la Turquie en sa faveur. Et là, aujourd'hui, tous les analystes le disent, les analystes turcs qui sont proches du pouvoir de l'AKP, ils le disent que la Turquie aujourd'hui, sa seule garantie, c'est-à-dire le retour de l'intégrité territoriale totale de la Syrie avec une armée arabe syrienne à la frontière turque. Et là, la Russie pourra trouver des solutions au niveau des négociations avec la Turquie. Et on y vient. Et on écrit aussi dans ces mêmes éditos que Bachar n'est pas aujourd'hui l'ennemi principal. Mais il ne l'a jamais été. Au début de la guerre, dans la presse, il était. Les Américains, en déclarant cette force, parce que ça change les États-Unis, nous avons les déclarations de Donald Trump avant les élections où il disait que M. Obama et Hillary Clinton étaient les créateurs de Daesh. Aujourd'hui, il est en train de suivre la même politique. Ça veut dire que l'état-major américain ou l'armée et les services secrets américains ont remporté en vérité cette guerre à l'intérieur de l'établissement américain. Nous sommes en train de voir la relation, elle était tendue avec la Turquie depuis un bon bout de temps, surtout depuis 2015, lorsque la Turquie, avec les rapports qui ont été tendus avec la Russie, a essayé d'impliquer l'OTAN dans cette guerre face à la Russie, et elle a eu un non-recevoir. Et en même temps, au contraire, ils se sont appuyés sur les Kurdes pour combattre l'État islamique. Sofiane, et avec la tentative... Oui. Sofiane, je t'interromps. On va revenir à la genèse du conflit. Mais il n'a pas répondu à la question, hein. Faut-il craindre la confrontation? Personne ne sait. Mais Sofiane, Sofiane, puisque tu as l'air de bien maîtriser la géostratégie, la géopolitique de cette zone-là, je vais te poser une question. Est-ce que tu trouves normal que l'État islamique, lorsqu'il s'est installé dans le nord de l'Irak et vers la Syrie, ait pu mettre la main sur à peu près 3000 véhicules américains, environ 30 milliards de dollars américains, et sur des puits de pétrole qui étaient surveillés par des Américains. Tout cela sans un coup de fusil, sans effusion de sang. Est-ce que tu penses que c'est normal? Mais c'est pas normal. Mais je te dis, le président de la République, on n'est pas des complotistes. Explique justement à nos auditeurs comment on en est arrivé là. Mais on le sait, on est arrivé là parce qu'il y a une volonté américaine de faire... Et même, tu parles par exemple de la Syrie. Et la ville de Mossoul, il n'y a pas eu une balle qui a été tirée. Moi j'attendais pour y aller. La ville de Mossoul, il n'y a pas eu une balle. Et le gouverneur, je me rappelle pas exactement son nom, le gouverneur de Mossoul, il a pris l'avion, il est parti où? À Ankara. Il n'est pas parti aux États-Unis. C'est-à-dire, il y avait une alliance. C'est-à-dire, on a utilisé... Tous les moyens ont été utilisés pour faire tomber le régime de Bachar al-Assad. Voilà, on a utilisé au départ la confrérie des frères musulmans, ils ont échoué. On est parti vers l'État d'Al-Qaïda avec Al-Nusra à l'époque, ils ont échoué. Ils sont partis à plus extrême, et c'était les Saoudiens qui ont pris le relais après, pour l'État islamique qu'on appelle Daesh. Mais tous ces gens-là, ils avaient une idéologie bien précise, l'instauration d'un régime théocratique, avec une épuration de toutes les ethnies, y compris les chrétiens, les alaouites, les yazidis, etc. Et ça a arrangé les Américains parce que c'était le plan du nouveau Moyen-Orient. Et il y avait une alliance américaine-turque.
Et vous avez l'intervention de Hamad Ben Jassem, qui est l'ancien Premier ministre qui était à la manette du Qatar, qui déclare dans une télévision qatarienne, et vous avez... Non, elle n'est pas qatarienne. Il dit clairement... Sofiane, la télévision, c'est pire que ça, elle n'est pas qatarienne, c'est la BBC en langue arabe, j'ai vérifié. La BBC... une autre. Il a fait trois déclarations. Oui. En 2 mois, depuis la tension entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, il est sorti 3 fois. Oui. Il est sorti dans le Washington Post aux États-Unis, à la BBC anglaise, et à la chaîne qatarienne. Moi, je l'ai suivi pendant 2 heures de temps. Où il dit que nous avons travaillé main dans la main avec les Américains et en collaboration avec les Turcs afin d'armer des groupes. Oui. Il a parlé de Nusra. Il a dit le jour où on nous a dit que Nusra était elle était vraiment embarrassante, on a arrêté, mais on n'a pas travaillé avec ça. Il disait clairement, vous avez Joe Biden, l'ancien vice-président américain, dans une université à Harvard, en 2015. Il dit nous avons travaillé avec nos alliés turcs, émiratis et qataris afin de faire tomber Bachar al-Assad, et on a même travaillé avec des groupes qui sont pas vraiment à conseiller. Voilà, tout est clair aujourd'hui. Maintenant, nous sommes au milieu du chemin. Les Américains ont échoué, les Turcs également. Oui. Sauf que chacun essaie d'avoir un gain dans cette guerre. 2 points de détail très importants, si vous permettez, Sofiane, auditrice auditeur. En fait, l'interview, il y a eu une seule interview en langue arabe, elle a été faite par la BBC, reprise et rediffusée intégralement sur la TV qatarienne pour montrer que c'est pas elle, c'est la BBC. Première information. La deuxième information, c'est que au départ, l'alliance que vous décrivez très bien a existé, et dans la tête du fanfaron, parce que moi je continue à l'appeler comme ça, Erdogan, c'était pour 2 raisons. La première, c'est pour être le nouveau champion, le nouveau sultan, comme vous l'avez dit une fois, de toute cette région, en faisant peur aux uns et aux autres en tant que sunnites, pour se mettre d'accord éventuellement avec l'Arabie contre l'Iran au départ, pour légitimer les districts de Hatay que les Syriens n'ont jamais avalisé depuis 1939. Et au regard de ces alliances, il a vu qu'il ne peut faire ni l'un ni l'autre. Donc là, il faut qu'il préserve l'intégralité, non pas de la Syrie, mais l'intégralité de son pays, la Turquie, et d'apparaître comme l'homme à la fois courageux, sage et pragmatique. Voilà son schéma. Le grand vainqueur, finalement, si je vous suis bien, c'est Bachar al-Assad et son allié russe. C'est d'abord pour le moment, on le sait pas. Pour le moment, c'est Bachar dans ce château de cartes là. Oui. Et pour le moment, c'est Bachar qui gagne, mais Bachar demain disparaîtra comme nous tous de terre. C'est la Russie qui gagne puisqu'elle renouvelle la présence des troupes russes à Tortouse, donc dans l'aéroport, dans le port chaud de la Méditerranée. Qui fait reculer les Américains pour un siècle. Donc, les vrais gagnants de la bataille, en définitive, ce n'est ni Poutine ni Bachar, c'est la Russie qui structurellement va accompagner la Méditerranée. Et en même temps, la Syrie qui n'est pas tombée, qui n'est pas devenue une nouvelle Libye. Oui, Bachar el-Assad en a personnalisé je veux dire, le gagnant dans un siècle, c'est les Russes, pas Poutine, qui sécurisent une présence comme les Américains parce qu'ils n'ont pas d'accord en Méditerranée. Et donc, voilà. Et vous avez le gagnant caché, comme dit l'autre, c'est l'Iran, qui vient d'instaurer une nouvelle loi, cher Sofiane, qui va pratiquement rendre obligatoire l'apprentissage de la langue arabe, pratiquement, dans toutes les écoles iraniennes. Mais ça m'étonnerait pas, Tarek, parce que non, mais attends, de manière à ce que toutes ces argumentations sunnites chiites peuvent être balayées par le plus petit des Iraniens en parlant avec toi dans ta langue et en t'expliquant, comme nous on le fait des fois ici en France, qu'il y a la culture d'origine, la sienne, la perse, mais qui connaît la tienne mieux que toi et que tu n'as pas d'argument à les répondre. Mais aujourd'hui, et voilà les stratégies, comment les gens réfléchissent à cette vision comme quoi qu'ils sont 100% perses. En Iran, il y a 6 ethnies. Il n'y a pas que les Perses. Il y a les Perses, il y a les Arabes, il y a les Turkmènes, il y a les Kurdes, il y a les Pashtuns, il y a les Palouches. Il y a 6 ethnies. Il y a même des Juifs qui ont droit à un siège. Il y a même des Juifs qui ont droit à un siège au Parlement. Le responsable de la sécurité nationale iranienne, c'est sur Shamkhani. Shamkhani, c'est un Arabe. Et pour vous dire, voilà, on a dans le paradoxe, il y a des députés sunnites, des députés même de confession juive au sein du Parlement iranien. C'est juste ce paradoxe, voilà, cette image qu'on a essayé tout le temps de salir de l'Iran, et on a voulu confessionnaliser ce conflit parce qu'au niveau politique, il n'y avait rien à proposer. Et on avait une soumission totale à l'État d'Israël parce que
l'accord et le feu vert qui a été donné à Erdogan pour reprendre tous les territoires arabes ou tous les territoires de l'Afrique du Nord arabo-berbère jusqu'à les pays du Golfe, c'était la fin du conflit israélo-palestinien, c'est-à-dire la vente de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Et aujourd'hui, vu qu'ils sont pas arrivés avec la Turquie, ils essaient de passer par l'Arabie Saoudite. Alors, comme la pub arrive, Christophe, il y a peut-être un élément qu'il va falloir qu'on rajoute dans notre réflexion, c'est que l'idée de Khomeini en 80 de faire que le pèlerinage de la Mecque ne soit plus une opération saoudienne, mais une opération islamique. Vous avez la Malaisie qui vient de lancer l'opération comment internationaliser la Mecque et le pèlerinage pour tous les pays arabes, parce que la Mecque et le Médine ne sont pas une propriété saoudienne, mais une propriété internationale musulmane. Et là, vous avez une grande porte qui est en train de s'ouvrir. Alors, et Sochi, il faut en attendre quoi? Sofiane, Tarek, Mourad, Sochi, il faut en attendre quoi? Parce qu'apparemment, ça se passe en ce moment, mais il y a aucune annonce, quoi. Sochi, c'est on gagne du temps. Il y a des invitations pour tout le monde. Ouais. Sochi, Christophe, c'est on gagne du temps pour laisser le temps, avec l'accord de tout le monde, Bachar, Erdogan et tout ça, pour nettoyer cette partie Rojava, comme disait tout à l'heure notre ami Mourad. Attends, et je termine là. Et pour que l'armée de Bachar continue par nettoyer Idlib, Al-Nusra, et que tout d'un coup, tu as 3 personnes de fait qui contrôlent le pays, Bachar, Erdogan et Poutine, et que la réunion et l'Iran, bien sûr, et la réunion à 4 permettra de dire toute personne qui est sur le territoire syrien, qui n'est pas autorisée par la Syrie, c'est un ennemi, on lui tire dessus. Oui, mais la conférence de Sochi, elle n'intégrait pas que les chefs d'État, elle convoquait toutes les organisations pro et anti. Oui. Sauf que les anti ont fait savoir, parce qu'on leur a demandé de répondre ainsi, qu'ils n'iraient pas. Donc qu'est-ce qu'elle va valoir cette conférence? Mais c'est pas grave, c'est permettre aux 4 gagnants, parce qu'il y a les 4 gagnants. De toute façon, il y a un bloc qui est en train de se dessiner, hein. Voilà. Il est évident ce bloc. Ah bah ça, il est évident, oui. En tout cas, vous avez tous les éléments maintenant pour répondre à cette question. Non, mais juste Iran, un Syrie, élément, Irak, et Russes, ils ont les cartes en main pour demain. Tarek, Sofiane, un dernier élément. Non, ils ont la carte pour le moment, parce qu'on ne sait pas, parce qu'il y a certains qui disent qu'il y a un accord qui est tacite entre les Américains et les Turcs, mais on ne voit pas pour le moment de signes dans ce sens. Mais on voit aujourd'hui la balle est dans le camp des Kurdes. Les Kurdes aujourd'hui sont assiégés. Ils ont une alliance stratégique, ils ont voulu l'alliance avec les Américains. Et les Turcs ne veulent pas avoir un État ou une pseudo-confédération à sa frontière, qui est légitime de la part d'Erdogan, parce que c'est des gens qui veulent détruire la Turquie ou bien prendre une partie de la Turquie. Aujourd'hui, la Turquie, quel qu'il en soit, elle est perdante, presque perdante, parce qu'elle va militariser. Il va y avoir des soldats turcs dans des régions qui sont très difficiles à se battre. On voit bien au bout de 6 jours, ils n'ont pas avancé d'un iota. Il y a des déclarations des Kurdes comme quoi qu'il y a des soldats capturés de l'armée turque. Et qui sont toujours pas rentrés à Afrin. Oui. Pardon? Ils sont toujours pas rentrés à Afrin. Un petit village. Ouais, mais après, il faut faire attention à la désinformation. Voilà, il y a pas mal d'informations, de contre-informations. La première, quand on dit que dans une guerre, la première la Turquie, c'est quand même un pays de 100 millions d'âmes, et je pense qu'ils n'ont pas de difficulté à mettre les moyens s'ils veulent les mettre. Ils peuvent éradiquer complètement. Aujourd'hui, c'est question de temps. Voilà, aujourd'hui, ils temporisent. Bon, en tout cas, vous avez tous les éléments pour répondre à la question que l'on vous pose aujourd'hui par rapport à l'annonce donc faite mercredi dernier. Sofiane, c'est pas mouillé, hein. Moi, je dis qu'il n'y aura pas de confrontation. Non, il a dit, Sofiane je ne sais pas. Voilà, il réfléchit. Oui. Ah non, moi personnellement, je sais pas pour le moment. Je sais qu'il y a 1500 Américains au niveau de Mendij. Mais je pense qu'il va y avoir les Kurdes, ils vont avoir ce rôle de dégager les Américains. Je pense, parce que les Russes, si les Kurdes vont être assiégés par les Turcs, ils vont tenter de demander de l'aide à la Russie. Et la Russie, vu qu'elle a fait déjà une proposition qui a été refusée, ils vont négocier vraiment en position de faiblesse, les Kurdes. Ils vont être poussés à pousser les Américains, comme au Liban, à chasser les Américains de cette région s'ils veulent négocier avec l'État syrien. Parce que au préalable, donc toi, tu réponds non, finalement. Je dis non, pas du tout. Sinon c'est l'autre pensée qui implose. Alors je pense pas. En tout cas, vous avez tous les éléments maintenant pour répondre à cette question. Donc par rapport aux déclarations d'Erdogan mercredi dernier et ses intentions d'aller donc jusqu'à Mendij, y aura-t-il une confrontation selon vous entre les forces turques et américaines? Vous répondez sur Facebook. Pour l'instant, vous êtes en majorité à penser que non. Et Mourad, qu'est-ce qu'il a dit, Christophe? Mourad, il a dit non. Il n'y aura pas de confrontation. Autre élément, le problème des Kurdes, déjà rien qu'en Syrie, c'est qu'il n'y a pas de continuité territoriale pour faire un État. Il y a un bout à Afrin, un bout à Manbij, un bout là où ils sont rentrés à Raqqa, mais tout ça se constitue pas. Et c'est pas au niveau de la frontière irakienne. Voilà, et c'est pas le territoire historique
des Kurdes. Donc s'ils s'y implantent par la force, c'est les Kurdes qui deviennent occupants d'un territoire dans lequel ils n'ont jamais vécu. Mais il faut pas oublier qu'il y a eu une intervention turque en 2015 ou en 2016 où ils ont coupé la liaison entre Manbij et Afrin, où ils ont pris la ville d'Elbeb et Azaz. Et à l'époque, il y a eu un feu vert russe qui a permis la libération de Halab. Aujourd'hui, il y a un feu vert russe que la Turquie intervienne dans la région de Afrin et de Manbij pour libérer Idlib. Oui. Et Idlib, c'est pour l'armée syrienne qui va arriver en bas pour aller libérer les 2 dernières villes syriennes assiégées par les terroristes, que sont donc Fouara. Voilà. Et vous avez vu, cette semaine, on a ressorti le coup de l'attaque chimique en Syrie, ça a fait pchit, hein, personne n'en parle. Ah oui, mais ils ont aucun poids maintenant, les Européens, ils sont complètement à l'agonie en vérité au niveau de cette région. Ça se joue entre la Russie, la Turquie, l'Iran, les États-Unis et bien sûr Israël, parce que je ne doute pas un instant que les Américains, avec le nord de la Syrie, et ça se passe au nord, ils essayent d'imposer un état de fait afin de négocier pour le sud, parce que les Iraniens n'y sont pas au nord. Et eux, dans leur déclaration dans cette armée qui a été constituée, c'était de lutter contre l'influence iranienne. En vérité, les Américains, ils veulent utiliser le Nord pour négocier pour le Sud. Parce que le Sud, on en parlera après, parce que l'Iran aussi, elle existe au niveau du Golan et ça inquiète énormément Netanyahou. Sofiane, tu sais comment va s'arrêter tout cela? Et heureusement que la nature est bien faite. Le glissement des continents fera qu'un jour ou l'autre, toutes ces parties du monde, ou elles seront plus en contact, ou par la force des choses, elles seront obligées d'habiter ensemble. Et on n'aura plus le choix. Bon, ça c'est la conclusion de notre ami Mourad. Là, vous pouvez mais quand je vois, moi ça me rassure un peu quand je vois toute cette guerre. Je me dis qu'il y a des richesses qui n'ont pas été encore dévoilées dans ces territoires pour qu'il y ait un tel combat et dans cette région du monde. Mais il faut pas oublier que cette région... On va accélérer le mouvement des plaques tectoniques, on va y arriver, tu verras. Mais depuis l'époque, hein, cette région, elle a été le théâtre d'événements un peu mondiaux. On n'oublie pas que tous les prophètes et tous les NBA, ils ont été envoyés dans cette région. Hein. Merci nouveau, Sofiane, merci beaucoup en tout cas. Ce fut très intéressant en tout cas ce dialogue. Et les auditeurs maintenant sont bien orientés avec les positions de chacun pour essayer de répondre à cette question. Sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter LGF officiel. Dans un instant, on s'occupe de Donald Trump. Tiens, Donald Trump qui a été hué cet après-midi à Davos. Voilà, Donald Trump qui sort la carte du chantage et qui dit que l'autorité palestinienne ne respecte pas les Américains. Hué par qui? Par les participants ou par les manifestants? Il a été hué par les participants. D'accord. Voilà, donc hier, il était aux côtés de Netanyahou. On en reparle dans un instant. Puis tout à l'heure, un sujet beaucoup plus léger. Tiens, ça va être sympa. On va parler du couscous. Oui, le plat préféré des Français. Et bien pour une fois que le Maghreb arrive à s'unir autour d'un couscous, eh bien écoutez, on applaudit, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec Tarek Mami et avec Mourad Goual sur France Maghreb 2 jusque 18h. Soyez les bienvenus messieurs dames avec cette question du jour. Donc faut-il craindre une confrontation avec entre les forces turques et américaines à Mendij après que Erdogan ait annoncé justement que les Turcs iraient jusqu'à Mendij? Vous répondez, vous avez Mendij. Membij. B comme Bernard. B comme Bernard. Membij. Vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Alors, on va maintenant parler un peu de Donald Trump. Pourquoi? Parce que Trump qui a rencontré en amont le Premier ministre israélien hier, Netanyahou, et c'est toujours à Davos qu'à cette occasion le milliardaire... Ils ont fait Laurel et Hardy, les deux font la paire. C'était rigolo de voir la photo. Hein. En tout cas, il s'est fait remarquer par une nouvelle sortie qui n'est pas passée inaperçue. Là encore, il accuse désormais les dirigeants palestiniens d'avoir, je cite, manqué de respect aux États-Unis en refusant de recevoir le vice-président Mike Pence lors de sa récente visite au Proche-Orient. Par ailleurs, comme si le gel d'une partie des fonds de l'UNRWA ne suffisait pas, le président américain brandit désormais une nouvelle menace contre les Palestiniens, et pas n'importe laquelle, tout simplement la fin du versement de l'aide américaine s'ils ne reviennent pas à la table des négociations avec Israël. Il a même dit d'ailleurs, j'ai une super proposition à faire aux Palestiniens. Évidemment que ces propos... de Jérusalem pour y mettre l'ambassade et leur verser 85 millions de dollars, c'est tout. En tout cas, ces propos de Donald Trump ont provoqué une réponse cinglante du côté de Ramallah. Désormais, les États-Unis sont considérés comme des oppresseurs. Les Palestiniens, les mots ont été lâchés par Madame Hanan Ashraoui. Oui, absolument. Qui est très diplomate d'habitude. Oui. Ça veut dire qu'on arrive au bout du système.
En tout cas, cette déclaration est intervenue quelques minutes tout juste après la déclaration de Trump. Ne pas rencontrer son oppresseur n'est pas une marque d'irrespect, c'est une marque de respect de soi. Ainsi donc lancé Alan Nashraoui, l'oppresseur qualificatif habituellement utilisé pour désigner les Israéliens, et en l'attribuant aux Américains, les Palestiniens veulent souligner que désormais les États-Unis ont adopté donc les positions israéliennes et ne peuvent prétendre continuer à parrainer le processus de paix. Dire que Jérusalem a été retiré des négociations, c'est se retirer soi-même des négociations, a ainsi jugé le porte-parole de la présidence de l'autorité palestinienne. Alors il y a une autre belle phrase, cher Christophe, c'est dit, il a retiré de la table des négociations à Jérusalem, et nous retirons les Américains de la table de négociation. C'est extraordinaire. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Ah là, c'est exact. Pour une fois, si tu veux, qu'à la limite, perdu pour perdu, autant gagner sa dignité. Non, puis maintenant, je pense que c'est là qu'on va voir réellement ce que vaut diplomatiquement l'autorité palestinienne. Soit maintenant ils arrivent à faire reconnaître, comme ils ont envie de le faire par l'ONU, leur État en tant que tel et non plus qu'en tant qu'autorité, et de faire reconnaître Jérusalem-Est comme la capitale de la Palestine, avec tout ce que ça implique de conséquences en fait dans le monde diplomatique, dans l'univers diplomatique. Vous savez, les Palestiniens, c'est comme tous ces Arabes, Christophe, dont un poème célèbre dit « Mieux vaut mourir debout et avec honneur que mourir couché avec le déshonneur ». Donc il y a cette mentalité-là qui irrigue aujourd'hui le peuple palestinien. Alors on va prendre vos appels au 01 40 33 9000. Bousculer les responsables palestiniens, eux, refusent donc de céder à la pression. Ils redisent qu'ils ne rencontreront aucun officiel américain tant que l'administration Trump ne reviendra pas sur sa reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Le bras de fer donc entre les deux parties se poursuit alors que le soutien à la solution à deux États s'érode du côté des Palestiniens, puisque selon un sondage publié hier, seuls 4 Palestiniens sur 10 ils sont désormais encore favorables à cette solution à 2 États. Alors, pour faire clair, il suffirait, s'il y avait un minimum d'intelligence politique à Trump et à son équipe, qu'il se lève un jour et pour dire, comme j'ai dit que la partie juive de Jérusalem est la capitale, l'autre partie est palestinienne. Et là, il rouvrirait peut-être un cycle de négociation. Il a dit, mais pas comme ça, il a dit, il reste dans la partie libre. Il reste dans... Oui, non. On est d'accord. Il faut qu'on soit clair. Je finis. On est d'accord. Moi, je comprends pas les demi-phrases. Non, c'est pas une demi-phrase. C'est pire. C'est parce qu'il a insinué une solution qui va imposer, parce qu'il va y arriver. Hein, c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'était de mettre de mettre dans un quartier excentré de Jérusalem. Ça s'appelle Abu Dis. Voilà. C'est pas Jérusalem. C'est même pas Jérusalem. Non, il a dit que Jérusalem, on n'en parle plus, c'est réglé pour voilà. C'est fini. Mais il va y arriver parce qu'avec les monarchies, les pétrodollars et tout ce qui va avec, eh ben on achète tout ce qu'on veut, y compris la dignité humaine. On accueille Karim, messieurs. Bonsoir, Karim. Bonsoir Christophe, comment vas-tu? Ça va très bien, merci Karim, on t'écoute. Bonsoir à tes invités. Madame, moi je suis un citoyen lambda, hein, je suis pas... Moi j'ai personne dans ma famille qui est dans le monde politique ou dans le monde diplomatique, donc peut-être qu'à mon niveau il y a des trucs qui m'échappent, mais il y a plusieurs choses que je comprends pas. Moi, j'ai lu il y a pas longtemps sur internet que l'Égypte, un pays de 100 millions d'habitants, touchait 1 milliard d'euros d'aide, 1 milliard de dollars d'aide par an par les Américains leur verser. Est-ce qu'un pays peut perdre sa dignité et faire perdre la dignité à 100 millions d'individus pour 1 milliard de dollars? Bon, que les dirigeants, eux, n'en aient pas de dignité, c'est une affaire publique, on le sait. Mais que le peuple soit traîné dans la boue, mais il y a quelque chose que je comprends pas. Quand je vois les pays arabes, je vois le roi d'Arabie Saoudite qui vient de s'offrir une maison à 300 millions d'euros. Quand je vois ce que dépense le Qatar, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, la guerre qu'ils font, ils pourraient pas à eux seuls financer l'autorité palestinienne. Je veux dire, mais c'est pour eux, c'est une goutte d'eau. C'est vraiment pas grand chose. Et est-ce qu'ils ont, je sais pas, au moins faire semblant d'être un pays, rappeler l'ambassadeur, par exemple, de leur pays, ne serait-ce que pendant une semaine pour montrer. Mais il n'y a rien qui se passe. J'ai l'impression que c'est même plus des pays, pour moi. Et je voudrais que quelqu'un m'explique, mais qu'est-ce qui se passe pour qu'on en est arrivé à ce stade où ces gens-là n'ont ni dignité, ni honneur, mais c'est plus des pays, il faudrait les recoloniser, moi. Ils sont tellement préoccupés à sauvegarder leur petit pouvoir de sauvegarder les petits privilèges, les prérogatives qu'ils ont au niveau de leur propre pays, qu'ils n'ont pas envie de s'embêter avec les problèmes des autres. C'est tout simple. Hein. Là, c'est encore plus simple pour moi. Chez les Chinois, il y a un proverbe, cher Mourad, qui dit « Apprenez-moi à pêcher
Mais ne m'apprenez pas, et ne me donnez pas un poisson par jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces pays ne produisent rien. Pour leurs armes, ils mettent de l'argent pour acheter les armes chez les Américains ou les Occidentaux pour aller tuer d'autres. Donc un pays, il y a l'exception, l'Iran, c'est que quand vous arrivez à comprendre que votre souveraineté vous est supérieure. La Turquie aussi. Non, oui, un peu oui. Mais quand vous apprenez que votre dignité, votre souveraineté, qui devient dignité, vous est supérieure, ben vous faites tout pour devenir autonome vis-à-vis de vous-même, et vous n'êtes pas entre les mains de la CIA, du Mossad, je sais pas quoi. Mais et c'est pour ça, oui, pour faire simple, pour un petit peu illustrer les propos de Karim, qui pareil, qui partent d'un bon sens finalement. Oui, tout à fait. Pour ce qui est de l'UNRWA, donc la baisse américaine annoncée, ben à la limite, on pourrait même dire, ben ils ont qu'à pu même financer du tout l'UNRWA. Les pays arabes sont là, on a assez d'argent pour subvenir aux besoins des Palestiniens, on a assez besoin, et demain, cette force arabe et cette manne financière importante pourrait faire que demain ce conflit soit réglé aussi. Donc il y a une volonté de ne pas régler le problème israélo-palestinien, en partie responsable, j'allais dire, aux pays arabes aussi. Est-ce que vous vous rappelez, Christophe, de mon papier qui s'appelle Trump confisque l'argent des dirigeants irakiens? Ouais. Bon, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, par exemple, ou le Koweït, dit il veut plus verser 120 millions, ce qui est rien. Ouais, c'est rien. Nous, on verse. Ouais. Le lendemain, leurs propres biens particuliers, comme disait tout à l'heure Mourad, est gelé aux États-Unis. Et on leur fait un coup d'État pour leur faire sauter. Donc aujourd'hui, le problème qu'il y a, et moi je le résume à ma manière, peut-être avec prétention, c'est que tant qu'il n'y a pas de démocratie à l'intérieur de ce pays arabe, où le peuple, plus ou moins avec le temps, vote pour décider qui le dirige et qui le dirige pas, les gens en arabe on dit Zomra, c'est-à-dire un groupe fermé sur lui-même, décide au vu de ses propres intérêts et non pas au vu de l'intérêt de son peuple et de ses citoyens. 01 40 33 9000. Brahim, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir Monsieur Mamie, bonsoir Mourad. Bonsoir Christophe. Non, c'est Brahim. Brahim, pardon. Non, c'est Brahim. Christophe, Pardon, excuse-moi. Brahim, qu'est-ce qui se passe? Bonsoir, monsieur Brahim. Par rapport aux finances, par rapport à la Palestine, donc l'Algérie a 200 milliards, pourquoi c'est pas l'Algérie qui finance? Comment? Pourquoi c'est pas l'Algérie qui finance la Il y a Palestine? 200 milliards. 200 milliards de quoi? Il n'y a plus de réserve en Algérie, c'est fini. Hein. Non, l'Algérie, comme beaucoup de petits pays arabes, maghrébins, finance, mais ils n'ont pas les moyens de supporter les frais et les dépenses des autres pays. Ils avaient les moyens. Ils avaient les moyens, mais cet argent a disparu. Parce qu'à certains moments, l'Algérie a prêté je sais pas combien de milliards au FMI. Elle a remboursé toutes les dettes en un jour et elle a mis autant de milliards à machin. Donc, mais c'est toujours une question de politique, de démocratie pour moi. Maintenant, je suis convaincu. Je veux dire, regardez la petite Tunisie, et c'est pas parce que je suis d'origine tunisienne que je suis tunisien. Mais regardez, vous pouvez être chauvin 5 minutes, allez-y. Non. Regardez tout ce qui se passe en Tunisie depuis cette révolution. C'est-à-dire, la loi on va en parler dans quelques jours, Christophe, sur la discrimination, la loi de demande de criminalisation de relations avec Israël, le fait que la Tunisie, petit pays qui n'a aucun moyen financier et qui convoque l'ambassadeur des États-Unis à Tunis pour lui signifier que la Tunisie, le peuple n'est pas content. Pourquoi ils le font? Ils le font pas ils le font par calcul politique. Parce que s'ils font pas ça, ils vont perdre l'élection prochaine. Donc la démocratie reste pour moi quelque part. Donc ça a des bonnes choses, la démocratie. Obligatoire. Ça oblige tous ceux qui sont en poste par des coups d'État, par héritage, à prendre la responsabilité s'ils veulent garder la. Est-ce que ça risque de donner des idées aux pays voisins justement de la Tunisie? Il faut au peuple de pays voisins. Bien sûr, il faut donner de la démocratie, y compris en Arabie Saoudite. Par exemple, pourquoi je conteste l'Arabie Saoudite et MBS? Parce qu'il ouvre les stades pour les femmes et il autorise les femmes à conduire, mais il leur donne pas le droit de vote. Pour au moins le Parlement. Il fait pas une monarchie constitutionnelle comme en Angleterre ou comme en Espagne. Donc voilà, le jour où il fera la monarchie constitutionnelle, vous verrez que le peuple saoudien se révélera tout aussi mieux que le Tunisien, que le Français ou que l'Américain. Et on peut avoir un abruti comme Trump de temps en temps, mais c'est pas grave, c'est le vote qui fait ça. Mourad. Moi, Vous croyez pas que la démocratie est l'une des clés? Non, parce que les peuples arabes ne sont pas prêts d'abord à vivre dans la démocratie. Vous ferez un bon monarque au Moyen-Orient. Il n'y a pas un seul pays aujourd'hui post-colonial, maghrébin et arabe, qui a montré les vertus de la démocratie dans ses propres frontières. Personne. L'Algérie, c'est une dictature militaire. Dictature. C'est une dictature. Faire attention aux mots quand même, parce que c'est la dictature de l'époque. Alors tu vas m'expliquer comment en Algérie. Autoritaire, peut-être. Ouais, d'accord. Alors en Algérie, tu vas m'expliquer comment ça se fait qu'on a depuis 4 mandats un président dont 2 mandats il est en mort cérébrale
et qu'on a 2 militaires, un qui s'appelle le général Nazar, qui a dirigé l'Algérie jusqu'en 90, et depuis 90, on a le général Lamari qui dirige qui est aux manettes. Donc c'est pas une démocratie. Quand t'as 2 généraux qui tirent les ficelles du pays, c'est pas une d'accord, j'ai démocratie. pas dit que c'était une démocratie, mais de là à dire que c'est une dictature, c'est peut-être aller un peu fort quand même. Non, mais l'Algérie c'est très simple. En Algérie, ils ont compris. Bon, de façon l'Algérie. Ah non, mais je vais parler. Le Maroc, la Tunisie. L'Algérie c'est très simple. En Algérie, ils ont compris une chose, les politiciens. Ils ont compris qu'il fallait laisser le peuple s'exprimer. Le peuple s'exprime tous les jours en Algérie. Il y a pas un jour, il y a pas de manifestation. Enfin, les manifestations sont interdites quand même. Hein. Non, elles sont acceptées. Comment ça, elles sont acceptées à Alger, elles ont été interdites là. La loi interdit la manifestation. Je peux vous dire que dans les entreprises et que dans la voie publique, dans les grandes villes d'Algérie, les gens s'expriment et disent ce qu'ils veulent, y compris même à la police. Ils n'ont pas de représailles. Mais ils n'ont que ça. Du coup, leur frigo, il est pas plus rempli que ça quand ils ont fini de dire ce qu'ils ont à dire. Et ça, l'Algérie l'a compris. Ils endorment les gens, les laissant s'exprimer. Donc c'est pas une démocratie. La démocratie, c'est quand le peuple n'est pas content et que peut changer les choses. Les élections municipales. Est-ce qu'en Tunisie aujourd'hui il y a un semblant de démocratie? En Algérie, les élections municipales, les candidats sont proposés par le FLN. Les élections législatives, les candidats sont proposés par le FLN avec une répartition qui est faite déjà en amont où on sait que tel parti aura 10 députés, celui-là 70. Ouais. C'est pas des démocraties, c'est une façade. Il y a rien d'autre, voilà. La Tunisie? Non, mais je pose la question. Mais la Tunisie, moi je pense que qui suis algérien, franco-algérien, je veux dire une chose, j'y suis allé à plusieurs reprises, avant et après le Ben Ali et le printemps arabe. Je pense que les Tunisiens d'eux-mêmes le reconnaissent, ils préféraient la dictature et manger. Voilà. Aujourd'hui, ils ont la liberté, mais ils ont les frigos vides. Moi, c'est 2 poids 2 mesures. La liberté, ça ne s'achète pas, mon cher Mourad. Ouais, mais la liberté, ça te nourrit pas non plus. C'est un problème qu'on a. On est des pays jeunes. Au peuple de se construire et de faire les bons choix pour la gestion de leur pays. Ouais, mais pas comme ça. On n'a pas la maturité politique qui nous amène à ça, malheureusement, parce qu'on a d'abord une population civile. Moi, je me lève contre ce discours que les Arabes ne soient pas prêts ou que les musulmans ne soient pas prêts à la démocratie. Oui, parce que ça, c'est un discours colonialiste, quelque part. C'est colonialiste. Attends, mais arrête de faire Comment ça se passe en Malaisie, par exemple? Arrêtez de faire ces procès, de m'interrompre, de pas me laisser aller jusqu'au bout de mes réflexions. Non, mais je vous laisse 10 minutes. Non, mais laisse-moi même 1 heure. Laisse-moi même 1 heure, mais laisse-moi aller jusqu'au bout. Allez-y. Je suis en train de vous dire que le schéma politique et constitutionnel que les pays arabes, les pays maghrébins et les pays africains ont adopté sont des schémas qui ne nous conviennent pas pour des raisons culturelles, pour des raisons cultuelles, pour des raisons ancestrales, pour tout plein de raisons. On n'aurait jamais parle de maturité. Parce que la maturité nous aurait amené à choisir un système politique qui nous est propre. Aujourd'hui, on a pris un système politique qui est valable pour des pays occidentaux, avec un certain fonctionnement, avec une économie. Est-ce que tu crois qu'ils ont choisi? Non, on n'a pas choisi, mais c'est ce que je suis en train de dire. On n'a pas choisi. Parce que d'abord, on n'était pas assez mûrs pour le choisir, puisqu'à un moment donné, quand on a été indépendant, on avait 2 voies. C'était soit le socialisme, le bloc soviétique, soit le libéralisme, le bloc franco-américain. Bon, on peut répondre là ou pas encore? Tu peux, mais qu'est-ce que je veux dire de moins, c'est de plus. Non, mais il y a 2 choses. Ouais. La première, dans les sociétés berbères, kabyles et mozabites, il y avait ce qu'on appelle la jama'a, en quelque sorte, une assemblée de la population qui s'est décidée. C'est pas une forme de démocratie, ça? Mais c'est une démocratie participative. Oui, est-ce que c'est une forme de démocratie? Dédicace à Ségolène Royal. Mais la démocratie, c'est un grand mot. Cette démocratie-là participative n'a pas été empreinte par les États post-indépendance. Donc, on évacue les Arabes et on va chez les musulmans. Et vous avez, par exemple, des pays comme la Malaisie et l'Indonésie, dans lesquels vous avez des élections et des alternances. Donc, c'est juste pour expliquer que ça n'a rien de structurel, ni par une ethnie, les Arabes et les Berbères, ni par une religion. C'est le remplaçant du colon qui a été installé par le colon, qui reproduit le système colonial au profit de celui qui l'a installé, pour ses propres privilèges. Donc, on ne peut pas, moi, me convaincre que les Arabes ne sont pas mûrs, ce que vous venez de dire, cher Mourad, pour la démocratie. Ça ne me battre pas. C'est que dans ces pays, je veux dire, le contrôle de la société est fait de manière... Ce que tu me dis, c'est philosophique. Je peux qu'adhérer. Mais dans les faits, il n'y a aucun pays arabe. La Tunisie, aujourd'hui, c'est quoi? Mais c'est pas une démocratie, la Tunisie, aujourd'hui. C'est quoi? Alors, expliquez-moi, c'est quoi? C'est une dictature? Mais attends, on a une assemblée constituante qui a été élue par le peuple. Oui. La seconde assemblée a été élue par le peuple. Mais moi, je parle des élus locaux. Ils sont élus par qui? Ils sont choisis par qui? Demain, il y a les élections municipales en Tunisie. Par qui? Par la population. D'accord, mais les candidats, ils viennent d'où? Ils viennent de tous les partis. On est comme en France? N'importe qui peut se présenter? Oui. Ben non. Ben oui. Vous allez voir, vous avez aujourd'hui, et je travaille dessus pour les municipales tunisiennes, il va y avoir autant de candidats de listes dites indépendantes, comme en France,
que de listes de partis politiques. Et vous allez voir les surprises. Et dans beaucoup de villes que je connais, Tarek, ça sera les listes indépendantes. Tu es aveuglé par ton chauvinisme. Non, si, non, si, mais je suis si, pas. si. Bah, Tu n'es plus neutre. Alors c'est Tarek. marrant que ce Tu soit un n'es plus Algérien neutre. qui parle de chauvinisme. Ouais, Ça j'adore. voilà, ouais. Bon, Alors, alors j'irai- messieurs, on va accueillir Daoud qui nous attend patiemment depuis Ah oui, tout à lui, il va l'heure. nous parler Bonsoir, de Daoud. monsieur Erdogan. Bonsoir Daoud. Non, mais ce que je veux faire à Bonsoir. l'antenne, Daoud, Bonsoir à tous. monsieur Daoud, Oui, monsieur Tariq. bonjour. Un jour, on vous invitera pour que vous soyez sur place. Et si c'est un pro Erdogan, Non, je vais mais- lui dire d'avance que c'est mon ami. Non, d'accord. Et moi, je lui dirai ce que je pense. Pour vous montrer que dans cette radio, nous n'avons pas, dans le sens classique, de parti pris contre les uns ou les autres, et que nous n'opprimons pas, entre guillemets, les avis contraires. Et donc, nous vous inviterons, vous laisserez votre téléphone à Christophe, et quand on fera des réunions un peu plus larges, un truc comme ça, vous serez le bienvenu et le premier, et vous aurez autant de temps. Mais nous sommes dans Ok. des discussions à la fois politiques et juridiques sur des situations dans lesquelles nous ne partageons pas le point de vue. À Daoud. vous l'antenne. On t'écoute Non, Daoud. moi j'ai aucun préjugé sur cette radio. Hein. Moi j'aurais même dit de changer le nom par Liberté Totale, parce qu'il y a vraiment une liberté totale. Je vous en prie. Non, j'ai pas Liberté de totale préjugé. FM. Bon, c'est un peu compliqué comme ça. Exactement. Ouais. Exactement. Il y a une radio à Je voulais, Strasbourg qui s'appelle bah, Radio vous Liberté. remercier encore une fois, hein, je vous remercie à chaque fois parce que le taf que vous faites de liberté, c'est quelque chose que c'est rare sur la radio française. Et puis je voulais revenir sur la question. La Turquie a vraiment peu. Il y a un grand pourcentage qu'elle rentre en conflit avec les États-Unis. Ouais. Donc vous répondez à la qu'en question du jour là. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. En fait, parce que samedi 17h05, heure locale, comme vous savez, ils ont enclenché l'armée turque, les rebelles ont enclenché l'opération Rameau d'Olivier. Donc ce nom, c'est pas pour rien, vous savez très bien, c'est ça. C'est la comment phrase dire, dans la bouche de monsieur Yasser Arafat à l'ONU en 74. Voilà, exactement. Vous avez. Voilà, cette opération en fait a un but précis de détruire les positions des terroristes comme PYD, pour moi, YPD, Daesh. Oui. Puis rester la population locale qui ont Oui. été souvent expulsées, des fois même assassinées. Mm. Et en plus de ça, parce que la Turquie, il faut savoir qu'elle se reçoit souvent des roquettes. Et il n'y a pas longtemps encore qu'il y a C'est eu vrai. 2 roquettes reçues dans une Hier, mosquée. je crois, il y a une Oui. roquette qui a atterri sur le territoire Voilà, turc il y a hier. eu 2 morts, des personnes qui étaient en train de prier. Donc, vous voyez, comment dire, le conflit est toujours permanent chez nous. Oui. J'aimerais, si tu permets, Christophe, vous informer sur 2 faits très importants à propos de cette opération. Premièrement, cette opération a été préparée de longue date avec des consignes d'information partagées avec l'état-major Dunford pour les USA, puis je crois qu'il s'appelle Gerasimov pour les Russes. Également, très précis, avec le régime syrien, j'aimerais bien préciser, parce qu'il y a eu des informations données précisément. En fait, et voilà, et deuxièmement, il y a en ce moment, dans les réseaux sociaux, des propagandes, en fait, qui mettent des photos d'avant, comme quoi ils accusent les soldats turcs d'avoir tué des civils, des Avoir commis femmes. des On sait exactions. très bien que exactement, on sait très bien que les frappes ont été touchées que les casernes, les militaires, les munitions. Puis enfin, Erdogan a dit et a répété qu'il voulait l'unicité de la Syrie. Oui. Il veut pas de fédération, il veut l'unicité. Le seul problème, en fait, vous le dites souvent, c'est Assad. Et je pense aussi que c'était une erreur à la base, parce que comme vous savez, au début, il y avait les gulanistes, Oui. c'est-à-dire les terroristes, et en fait, tout ce qui était, en fait, au pouvoir à l'époque, on va dire, qui dirigeait, c'était eux. Donc, en fait, ils donnaient que des fausses informations, tout était coupé. Voilà. Et en fait, j'aimerais dire aussi une dernière chose. Oui. Erdogan J'y est répondre quand même sur 2 pragmatique. points. Oui. Oui, pragmatique, oui, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, pragmatique, je suis d'accord avec vous, mais fanfaron un peu moins, parce que... Ouais. Non, parce que... Pourquoi? Oh, il Parce qu'en fanfaronne fait- un peu quand même. Oui, Daoud. non, je suis d'accord avec vous, il parle, il aime bien Il parle parler. beaucoup, il aime bien se mettre en avant, il aime bien se Non, faire mais passer pour un fanfaron, c'est leader. un peu péjoratif. Péjoratif. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est en fait, qui a soutenu la flottille où il y a eu 8 morts turcs? La C'est bien Turquie. Erdogan, qui a réuni les pays arabes, après a réuni l'ONU et a mis une gifle monumentale aux États-Unis, dans le monde entier, c'est les Turcs. Donc je veux pas. Et il était président de l'organisation et c'était à lui d'inviter chez lui. Donc, Exactement, non, mais il faut c'est toujours qui a fait mettre l'appel à les faits, cher Daoud. Donc, vous êtes en train de dire que les positions prises par Erdogan au début de la guerre, qui dit l'année prochaine j'irai faire la prière, c'est là la fanfaronnade, à la mosquée de Zomaïad, parce que Bachar aura disparu, c'est la faute des gulanistes, c'est eux qui lui ont créé ce discours. Voilà, exactement. Bon, bon, moi je partage pas. Sacré non, et en Daoud, plus- à une prochaine fois avec grand plaisir.
Voilà. Et là, une dernière chose. Allez-y. Je voulais dire, en fait, Redouane, il y a 2 jours, il a dit une grosse bêtise. Oui. Il a dit que les Yépéguais n'avaient reçu aucune arme des États-Unis. Il avait une preuve. Si, ils ont reçu plus de 400 camions. Merci, monsieur. 4000 et 3000 cargos. Non, mais au moins 400 camions qui sont Exactement. passés sous couvert, alors, de mythe, Merci pas pour la mythe. précision. Non, mais il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, ici, dans cette radio, ce qu'on essaie de faire, et je le dis à Christophe, et on s'engueule hors antenne tous les jours. Nous, notre rôle, c'est d'aller chercher les faits. Après, une fois qu'on a mis les faits à l'antenne, chaque auditeur est libre de les interpréter comme il veut. Et je ne veux pas qu'on bluffe et qu'on fantasme et qu'on raconte des choses qui n'existent pas. Parce que ça, c'est le fake news. Ouais, alors pardonnez-moi, mais ce genre d'information, c'est quand même très compliqué à vérifier. Oui, parce bah, que vous avez votre version, chacun a sa version sur le sujet. Très souvent, les infos sont fabriquées. Les infos sont fabriquées, les infos. Vous savez très bien, Christophe, Tarek, nous sommes extrêmement manipulés des deux côtés d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Quand il y a un conflit, on est manipulé des deux côtés. Christophe, vous rappelez de l'analyse que j'ai faite 2 jours après Hariri? Pourquoi je l'ai faite? Parce que je lis dans 3 langues, et j'ai dit d'ailleurs à Daoud et à d'autres copains turcs avec qui je corresponds, ce que je regrette aujourd'hui à la limite de ne pas lire la langue turque, parce que ça m'enregistrerait, parce que je lis l'arabe, l'anglais et le français, et je vais toujours lire la version chez l'adversaire. Ouais. Et c'est la confrontation des 3 versions qui vous permet de trouver votre mode védial, Voilà. et donc les faits. Exactement. Merci Daoud. Ah. Bon, Merci à aujourd'hui, vous êtes calme aujourd'hui, Daoud, c'est bien. Ouais, Hein, je me suis vous calmé. n'êtes pas fâché, c'est bien. Ça va apprendre le métier, vous inquiétez pas. Ah bah c'est parfait, bravo Daoud, bravo. Ça À va. bientôt, Allez, merci soirée, beaucoup. 01 40 33 9000, dites donc, faut pas qu'on en oublie la vie tranchée de notre ami Mourad. Oui. Et puis, Surtout qu'il écrit aujourd'hui. et on va s'attaquer aussi à Macron parce que les Tunisiens sont pas très contents parce qu'il y a eu aucun Tunisien d'invité, vous savez, à cette cérémonie à Versailles au début de semaine. Oui. Voilà, il y avait 140 chefs d'entreprise, des grands dirigeants d'entreprise. Il y a eu 2 Algériens, mais pas de Tunisiens. À tout de suite. Normal, la France c'est l'Algérie c'est la France. Mais est-ce que Macron croit en la Tunisie tout en y allant la semaine prochaine? Non, je pense que on va voir, on en parle C'est ensemble vrai si vous le Non, voulez. moi, je pense 01 40 33 9000 pour nous en parler. Avant cela, on aura écouté bien sûr l'avis tranché de notre ami Mourad Goual qui va nous parler de l'entreprise Carillon, géant du BTP anglais, qui a déposé le bilan. Ah, tu veux rien à voir avec Alain Carillon? Pas du tout. Ah ouais, C'est Kodak Photo qui a disparu. à tout de suite. En plus. En plus, imaginez. Bon, mon cher ami Mourad, on va y aller On y va. pour ton avis tranché et sans jingle. vidéo Jingle. aujourd'hui. Sans vidéo Jingle. aujourd'hui. Sans oui, vidéo. absolument. Sans vidéo. Ouais, il est tellement beau qu'il ne veut pas qu'on le voie. C'est ça. Il veut se cacher. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Mon cher Mourad, Carillon. Carillon, donc nous n'entendrons plus, mon cher Christophe, teinter le Carillon. Donc, alors qu'en France, nous ne parlons que des 2400 emplois qui sont devenus 4000 d'ailleurs aujourd'hui, qui seront supprimés chez Carrefour, et des émeutes provoquées par le rabais de 70% sur les pots de Nutella. Eh bien, il se passe quelque chose de très très grave outre-Manche, en Angleterre, chez nos amis anglais. Et c'est quelque chose qui, même si aujourd'hui est passé sous silence, va avoir des répercussions en France. Je vais m'expliquer. Donc, un grand groupe du BTP, un des plus anciens, 200 ans d'existence, qui pèse à peu près 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc à peu près 5 milliards et des poussières de livres, vient de déposer le bilan, mais de manière brutale. Donc ça s'est fait le week-end dernier. Les négociations avec le gouvernement anglais n'ont pas abouti. Ils ne sont pas arrivés à recapitaliser la société. Ils ne sont pas arrivés à faire patienter les créanciers. Donc du coup, la société vient d'être mise en faillite aussi brutalement que l'annonce nous est parvenue. Ce qui va nous impacter, c'est que c'est une société qui a 43 000 collaborateurs, dont 20 000 en Angleterre et une grosse partie en France et en Europe. Et cette société a abusé, par le système anglais, de quelque chose qu'on est en train de vivre en France et que d'ailleurs de nombreuses personnes sont en train de dénoncer parce que c'est quelque chose qui risque de nous exploser à la gueule. Donc cette société a profité du droit anglais et des énormes facilités qu'offraient les PPP. Alors c'est quoi les PPP ? C'est ce qu'on appelle les partenariats publics-privés. Les pays où les administrations, les régions, les départements, les municipalités qui n'ont plus les moyens de financer des produits ont recours au partenariat public-privé. Donc on demande à un industriel de financer un projet et de récupérer en contrepartie pendant X années une redevance que lui reverse l'administration, la municipalité, l'État. Et in fine, une fois que la totalité des sommes avancées par cet industriel est recouverte, l'administration, l'État, la municipalité récupère la propriété pleine et entière
du bien construit par l'industriel. Donc en France, je vais parler beaucoup pour Marseille parce qu'on en a beaucoup abusé. Et on en a parlé notamment au sujet du stade Vélodrome. Le stade Vélodrome, c'est un projet qui a été financé et avancé par Bouygues et que la ville de Marseille rembourse chaque année jusqu'à ce qu'on ait fini de solder les 250 millions d'euros que cela nous a coûté. Mais là où ça va avoir un impact au niveau de cette société en Angleterre et que ça va avoir un impact en France, c'est que cette société avait un énorme chantier. Donc il y avait deux raisons. La première, elle avait un énorme chantier qu'elle est en train de réaliser avec Eiffage, qui est une société française, qui est le deuxième groupe de constructeurs français. Et c'est un chantier d'1,7 milliard d'euros pour la construction d'une ligne à grande vitesse. Pour Eiffage, ce chantier, ça représente à peu près 5% de son chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, le chantier est arrêté du fait de la défaillance du co-traitant qui est la société anglaise Carillon. Ça, c'est le premier impact. Donc ça va avoir des répercussions au niveau d'Eiffage en France, mais c'est surtout au niveau du financement des partenariats publics-privés que cette société a généré, puisque ces partenariats s'élèvent à plusieurs milliards d'euros. Ils ont été financés par des banques européennes et françaises. Alors, peut-être pas toutes à la même proportion et au même degré d'investissement, mais aujourd'hui, ces banques-là se retrouvent avec un créancier qui ne peut plus les rembourser. Et il y a une question juridique qui se pose, c'est que ce groupe Carillon, il va falloir qu'on prenne ce cap pour leçon, a construit pour le gouvernement anglais des prisons, des lycées, des centres commerciaux, des parkings, des routes. Et donc, on se pose la question aujourd'hui en Angleterre, à qui va revenir la propriété de ces biens, vu qu'ils n'ont toujours pas été payés en intégralité par le gouvernement britannique. Donc à qui ils vont appartenir? Est-ce qu'ils vont appartenir aux créanciers du groupe? Est-ce qu'ils vont être liquidés? On se pose la question. Et ça amène aujourd'hui une réflexion qu'on doit avoir en France. Qu'est-ce qu'il advient des biens liés par des contrats de partenariat public-privé si le financeur, qui est l'industriel, disparaît? Voilà. C'est une bombe à retardement. Je pense que la question mérite d'être posée. Et c'est un sujet à traiter. Merci Morad, peut-être Tarek a pas la réponse, mais peut-être une explication à cette question posée par Morad. À la fois je suis surpris par ce que vient de dire Morad, non pas par le contenu développé, mais par la brutalité de la chose, parce que dans ces grandes entreprises internationales, on est censé avoir des conseils d'experts pour surveiller tout au long de la vie de la société le feu vert, tout à fait, le feu orange et le feu rouge. Et je le compare à un exemple qui nous concerne nous directement, cher Christophe, dans le monde de la radio, qui heureusement ne va pas atteindre ce stade, mais qui est une conséquence de ce qu'on appelle au numérique. Tous ceux qui aujourd'hui ont en gros 40 ans ont connu dans leur vie un appareil photo Kodak avec une grande publicité qui disait « clic, clac, c'est Kodak ». Ouais. Et il se trouve qu'en 5 ans, Kodak est mort sans savoir pourquoi il est mort. C'est après coup qu'il a compris pourquoi il est mort. Quand la numérisation des photos est arrivée et le premier petit téléphone de poche fait par Nokia s'en sortit avec un appareil photo, Kodak, qui était le plus grand vendeur d'appareils photo dans le monde et de papier, a refusé dans son conseil d'administration de prendre ce qu'on appelait le début de la numérisation en date. Et tout d'un coup, chaque appareil vendu dans le monde comportait un appareil photo et plus personne ne rentrait chez Kodak. Et donc, si vous voulez regarder quand de grosses entreprises mastodontes n'arrivent pas à suivre tous les jours l'évolution technique, elles disparaissent. Dans le monde de la radio, heureusement qu'au bout de 20 ans de bataille, nous venons, nous, les responsables et les, comment dire, j'aime pas les mots patrons, mais en tout cas les défenseurs des médias radio, à sauver la radio, parce que depuis 20 ans, on a compris que la radio doit être numérisée et de passer de ce qu'on appelle la bande FM d'aujourd'hui à la RNT, radio numérique terrestre, comme la TNT pour la télévision, et aujourd'hui cette radio on l'appelle le DAB+. Or, les quatre grandes radios, on va pas les citer, tout le monde les connaît en France, se sont opposés à l'arrivée de cette radio numérique DAB+, pour qu'ils conservent leur propre monopole. Or aujourd'hui, politiquement, c'est en train de s'inverser, et demain, si ces 4 grandes radios ne vont pas pour la radio numérique en 2019, c'est elles-mêmes qui mourront 5 ans après. Pour être complet, parce que j'ai pas voulu trop étayer, parce que c'est des sujets qui pas forcément intéressent tout le monde, mais on va être touché par l'onde de choc, donc il vaut mieux en parler maintenant. Il y a quelque chose qui interpelle dans cette histoire, c'est que le groupe, normalement une faillite, ça n'existe pas. On est toujours racheté, on est toujours absorbé, mais il y a toujours une solution de repli. Et là, on se rend compte que
même les actifs du groupe, parce que même si c'est un groupe en faillite, c'est un groupe qui possède des prisons, des aéroports, des autoroutes, il y a quand même des actifs. Et même ces actifs aujourd'hui n'intéressent personne. Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière qui est encore de l'ordre de ce qu'on a connu avec les crédits empoisonnés américains, les subprimes qui sont venus nous mettre en faillite en Europe. 2008. Voilà, et c'est l'effet papillon. Là, on part d'une affaire de 7 millions d'euros, mais on a des banques aujourd'hui qui ne vont pas recouvrir leurs créances, et elles s'élèvent en milliards d'euros, ces créances. Et ça va impacter les Français, parce que les banques françaises sont les premières impliquées dans les marchés britanniques. Et je rajouterai peut-être un mot aussi. Aujourd'hui, George Soros, que tout le monde connaît, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, annonce la perte du monopole de Facebook et de Google dans quelques mois. On verra bien. Ouais, après les prévisionnistes, ça vaut ce non, que mais ça vaut. George Soros, c'est pas n'importe qui en termes de prévision. Mais bon, on annonçait la mort de tel ou un tel, et puis on s'aperçoit que Facebook. Vous savez pourquoi la disparition de monopole? Pourquoi? Parce que en Russie, en Inde et en Chine, ces trois grosses sociétés américaines occidentales ne rentrent pas. Or, ceux-là, ils constituent 40% de la population mondiale. C'est comme YouTube, hein. Facebook et Google étaient invités par Macron, hein. Je parle de l'Occident, je parle des trois pays. Je parle de l'Inde, de la Russie et de la Chine. C'est-à-dire 40% de la population. L'Iran les rejoindra l'année prochaine, l'Afrique du Sud et tout ça. Et tu auras un monopole en Occident. Et donc, ce n'est plus le monopole mondial. Alors, messieurs, vous avez vu un peu ces scènes d'émeutes au sein d'Intermarché pour cette promo du Nutella, c'est la honte, franchement. J'ai pas vu, moi, je suis pas le... Lamentable. On avait l'impression que c'était le Black Friday. En fait, si vous voulez, Tarek, le pot de Nutella était vendu au prix de 1,40 €, 900 grammes. 70% de remise. 70% de remise. 70% de remise. Non, c'est 1,40 €, des 900 grammes de Nutella, c'est du jamais vu. C'est un prix, 70% de réduction. Intermarché faisait cette opération pour une journée. Et donc, les gens sont arrivés, ont pris d'assaut les rayons, et se sont bagarrés. Parce que il y en avait pas beaucoup, évidemment, hein, forcément. Et il y a un responsable d'Intermarché qui dit qu'en 10 minutes, il a vendu 2 palettes. Ils ont vendu en une journée, ils ont vendu l'équivalent de 3 mois de vente de pots de Nutella. C'est absolument hallucinant, mais ce qui est assez hallucinant, c'est de voir ces scènes, de bagarre. Mais surtout que c'est même pas un besoin premier dans l'alimentation, dans la consommation quotidienne. Je comprends pas que les gens, il y en a qui partaient avec des bras pleins, hein. Alors, est-ce que c'est pour les revendre? Est-ce que c'est des commerçants qui font des crêpes? Est-ce qu'ils sont vraiment à ça près, quoi? Bon, alors dans le zapping, messieurs, il y a un petit truc sympa. Vous avez peut-être regardé ou pas d'ailleurs l'émission politique hier soir, Laurent Wauquiez, qui d'ailleurs a battu le score d'audience, pas dans le bon sens du terme. Ça fait le score le plus historiquement bas de cette émission. Avec moi j'ai zappé, je suis tombé sur 3 phrases. Et ben vous savez quoi, Laurent Wauquiez parle arabe, messieurs dames. Une phrase qui fait beaucoup réagir, c'est quand vous répétez, et vous l'avez encore fait dans le sujet, ou tout à l'heure quand on parlait de cette sourate qui n'existe pas visiblement, quand vous dites « je parle arabe ». Alors ça, regardez, c'est le pic de réaction sur Twitter grâce à notre partenaire Google Trend. Tout le monde demande est-ce que Laurent Wauquiez parle arabe. On a d'ailleurs le tweet par exemple de Jordi qui nous dit mais il parle vraiment arabe Laurent Wauquiez. Allez-y. J'ai appris. Ahlan wa sahlan. Vous savez ce que ça veut dire? Non, ça je vous laisse faire. Non, là il faut sans doute vous y mettre. Si c'est juste de savoir dire bonjour. Non, ça veut pas dire bonjour, ça veut dire Madame bonjour. Salamé. Pas du tout. Vous devriez. Ça veut dire bienvenue. Merci. En égyptien. Et merci donc, de la précision. Sinon, vous savez en dire un peu plus que... Bien sûr, Darast al-Foussaf, Medinat al-Qaïra. Ça, vous la dites souvent. Oui, parce que c'est une phrase que j'aime bien, elle me rappelle des Il y en a une deuxième? Ashtahat fi sifarat franceya, ça vous va? Vous avez d'autres interrogations, Madame Salamé? On va pouvoir faire cette émission en arabe comme ça. Allons-y. Voilà, Laurent Wauquiez parle arabe, hein. Sachez-le. Moi, je parle russe, j'ai appris 4 mots. Il a fait ses études en URSS, pardon. Tu parles de Russie. Puis j'arrive pas à dire autre chose que l'URSS. J'ai cette déformation. J'ai gardé cette appellation, j'arrive pas à dire Russie. Parce que vous êtes trop jeune. Non, je suis nostalgique, moi, peut-être. Et c'est paradoxal parce que je suis de droite, en plus. Alors, vous aimez les dictatures russes? Ouais, j'ai une passion pour l'histoire russe. Et vous dénoncez la dictature algérienne. Ouais, non, je trouve que c'est un grand peuple. Et donc, Laurent Wauquiez parle arabe, alors. Il a fait ses études en Égypte. Puisque tu es de droite, ton président de ton parti. Non, je suis de droite, mais je suis malheureux parce que je suis orphelin, je ne sais même plus pour qui voter parce que je pourrais jamais voter pour Wauquiez et encore moins pour les Républicains dans la forme actuelle des choses. Donc mais tu es un déserteur comme certains? Je suis pas un déserteur, je suis quelqu'un qui va observer les choses. Je n'irai pas voter à gauche pour compenser les choses parce que je ne suis pas de gauche. Et encore moins du centre parce que vous inquiétez pas. Donc si je comprends bien, t'es un macroniste refoulé quoi. Probablement, et encore il faudra que j'approfondisse la chose, mais moi, je suis content que Wauquiez soit aux manettes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que. Ah bon? Oui, non, mais je vais développer. Et il va amener l'explosion définitive de son parti. Il va exploser en l'air. En fait, la stratégie des cadors de droite, c'était de faire ce qu'ils ont fait avec Hamon à gauche. Ils l'ont mis au pouvoir le plus tôt possible
pour qu'il aille d'échec en échec. Les premiers échecs qu'il va se prendre dans la tête, c'est les européennes. Et je pense qu'il va avoir très très mal parce que Juppé... Et il ne prendra pas la tête de liste, hein, il a dit hier. Non, mais Juppé va bien aider Macron à gagner ses élections. Et on va se retrouver avec un Laurent Wauquiez qui sera contesté par tout son staff politique. Et puis quand viendra l'heure des législatives ou des présidentielles, qui arrivent bientôt, et les municipales aussi, puisque c'est en 2020, et les guéguerres ont déjà commencé notamment à Marseille, entre Renaud Muselier... Oui, apparemment qui s'affiche beaucoup en ce moment. Voilà. Hein, donc Muselier. Moi je pense que Wauquiez, il est parti pour ne pas durer. Et c'est une bonne chose, au moins il dégagera le plus tôt possible. Bon. D'après ce que j'ai entendu parler, c'est un monsieur qui ne parle pas arabe. C'est-à-dire qu'il a appris... Tu apprends 4 phrases, c'est-à-dire quand tu vas en Chine, on t'apprend les 4 phrases. Le bonjour, le pain, le coufin, le truc. En égyptien. Non mais, ahlan wa sahlan, c'est soit le bienvenu. Alors, en plus, il est mal tombé. Parce que les autres... Il est assailmé par l'arabe. Bah oui, libanaise. Chez elle dit donne-moi à manger en arabe, elle dit pas en français. Et donc c'est ridicule. Alors je sais d'ailleurs pas à qui il envoie ce message, parce que c'est un message qui sera mal reçu par beaucoup de gens de l'extrême droite de son propre parti, qui dit, il vient nous dire que l'immigration c'est pas bon, et lui-même il se met à la droite. Donc il va se convertir comme le représentant du parti allemand qui était extraordinaire. Il y a longtemps, lui. Anti-immigration, anti-réfugiés. Le grand islamophobe. C'est-à-dire qu'un jour peut-être vous aurez une déclaration de conversion à l'islam. De Marine Le Pen. Non, de Manuel Valls. Et Marine Le Pen. Lui, ça serait pas surprenant parce qu'il retourne tellement sa veste qu'il va en perdre son pantalon au bout d'un moment. Littéralement, il ne manque qu'une chose à Marine Le Pen pour être musulmane, puisqu'elle a 99% du package déjà en elle. C'est quoi? La dernière chose qui lui manque, c'est la shahada. C'est tout, de reconnaître l'unicité de Dieu. À partir du moment où on reconnaît l'unicité de Dieu et que Mohammed est son prophète, tout le reste, le contenu est là, parce qu'elle est chrétienne. Elle a qu'à nous envoyer un mail, parce que selon certains prédicateurs, même par mail, ça marche, la shahada. Allez, on y va, on enchaîne, messieurs, dames, pour revenir à ce qui s'est passé en début de semaine, puisque Emmanuel Macron, en début de semaine, qui sera à Tunis d'ailleurs les 31 janvier et 1er février, a reçu à Versailles en début de semaine quelques 140 grands dirigeants d'entreprises internationales. À l'ordre du jour, l'examen de plusieurs projets dans lesquels la France voudrait investir, dont une grande partie consisterait à des investissements en Tunisie. Selon nos confrères de Tout sur l'Algérie, au moins 2 PDG algériens étaient parmi les convives de Macron. Selon la même source, le PDG du groupe Cévital, une holding spécialisée dans l'agroalimentaire, et le PDG du groupe Condor, leader de l'électroménager au Maghreb. Ce dernier compte déjà avoir parmi les grands investisseurs étrangers en Tunisie, tandis que le second annonce depuis quelque temps son intention d'investir dans la Tunisie voisine. Mais sur la liste des hommes d'affaires invités par Macron, aucun homme d'affaires ou président d'un groupe tunisien n'était sur la liste des 140, regrettent les médias nationaux. Pas assez riches les Tunisiens, Tarek? Certains observateurs en tout cas tempèrent cette anomalie par le fait qu'il s'agissait précisément de prospection dans les rangs de capitaux étrangers au pays. Le site tunisien Africa Manager a néanmoins contacté l'ambassadeur français en Tunisie, qui, vous le savez, est très actif sur les réseaux sociaux, notamment pour faire l'éloge des produits entrepreneurs tunisiens, afin de lui demander des informations à ce sujet. En vain, peut-être que le président français ne croit pas à la Tunisie, pays qu'il visitera pourtant la semaine prochaine. C'est la question qu'on peut se poser. Christophe, la force de l'être humain, ce que chacun de nous voit midi à sa porte, dans sa réflexion. À partir du moment où l'objet est de chercher des investisseurs pour aller investir en Tunisie, il ne va pas aller chercher les investisseurs tunisiens pour investir en Tunisie. Qu'est-ce que c'est que cette logique? Ils ramènent des devises en fait. Donc les Tunisiens investissent chez eux, c'est leur problème. C'est pas le président français qui va aller réparer la clim en Tunisie. Donc suivez mon regard. La deuxième chose, ce qui m'étonne, c'est pour Cévital. Non mais dans la presse algérienne dit que c'est un patron algérien, alors que vous savez la situation juridique et politique dans laquelle se trouve Cévital, où son patron, s'il rentrait en Algérie, il risquerait de se faire arrêter. Donc le patron de Cévital, j'ai oublié son nom, mais ça me va revenir et les auditeurs. Voilà, investi partout dans le monde, et il y investit parce qu'il y a de l'argent à gagner et non pas parce qu'il est algérien qui va en Tunisie. Il avait fait d'autres choses. Il doit y avoir un petit peu cette fibre quand même. Non, l'autre, c'est-à-dire le patron de Condor, lui n'a pas attendu Macron pour aller investir en Tunisie. Donc, vous voyez la différence, Mourad, entre celui qui a été sans qu'il soit dans la peut-être que l'un a eu des facilités pour le faire et l'autre non. Peut-être pas, voilà. Mais ça m'étonnerait pas. Mais pour moi, l'essentiel, c'est qu'effectivement, il y a un forum. Donc Macron, le président Macron, j'aime pas moi dire Sarkozy, machin, j'essaie de me rattraper. Donc le président Macron va en Tunisie pour 2 jours. Et en parallèle, il y a un forum économique en Tunisie pour l'investissement. Et je rappelle juste que c'est le 3e forum.
économique en moins de 6 mois et que les 2 autres forums ont été une réussite médiatique, il y a un fiasco économique. Vous avez tout le monde qui vient, oui, je vais donner, Donc je vais tout le monde faire. en a parlé, mais ça n'a rien servi. Non, mais il vient de dire on donne et il donne pas derrière. Ouais. Les 2 exceptions notables, et il faut presque les rappeler pour s'en moquer, pour rigoler, pour féliciter, ça a été les Saoudiens qui ont promis de repeindre en clair la grande mosquée de Kérouan, et qui sont en train de le faire, donc c'est dans leur façon de faire, et de construire 2 hôpitaux qui sont en train de faire. Attendez, je continue pour les précisions techniques. Et après, vous avez le Qatar qui est venu fanfaronner, et quand on a vu le taux du prêt que le Qatar propose à la Tunisie, on l'a trouvé 3 fois supérieur au taux proposé par les Japonais qui sont pas venus. Donc, faut aussi savoir que ces grands forums internationaux, des fois ça marche, des fois ça marche Alors, pas. si c'est un échec, c'est pas forcément l'échec des organisateurs, c'est surtout l'échec du gouvernement qui n'a pas fait le service après-vente. Parce que c'est ce qui valait que le ministre des Finances et de l'Industrie fasse, et du Commerce. Mais quand il fait venir le Qatari et que le Qatari arrive, il te dit OK, 300 millions de dollars. Et attends, et après il te dit à 3,5, ce qu'il dit pas dans le discours. C'est l'échec de qui? En réalité, j'espère que celui-là sera beaucoup plus pratique parce qu'il va avoir une mixité de. C'est porté par la France. Bon, est-ce que Macron croit à la Tunisie, Tarek? Alors, il ne croit pas à la Tunisie économique. Il croit à la Tunisie sécuritaire et démocratique. C'est-à-dire qu'il dit, moi, je dois sécuriser. Il va venir parler de quoi? Terrorisme, sécurité? Oui, terrorisme, sécurité et développement économique, même si la France ne mettra pas de l'argent public français. Mais il va dire, il y va de la sécurité de la France et de l'Europe que la Tunisie réussisse économiquement. On peut se poser une question légitime. Oui, allez-y. Pourquoi, à l'époque de Ben Ali, quand on sait pertinemment que pour s'installer en Tunisie, il fallait verser la moitié du dividende ou la moitié du capital ou la moitié de tous les frais à la famille de l'épouse de M. Ben Ali, avec ce système-là qui était très péjorant, on arrivait à venir des grandes enseignes. Pourquoi aujourd'hui, alors que tout cela a sauté, les grandes enseignes ne viennent plus? Moi, c'est ça que je veux comprendre. Pour 2 raisons. C'est un bazar total. Non, mais pour 2 raisons. La première, c'est qu'à l'époque, dans le cas de la dictature, la sécurité était assurée. Voilà. Oui, ça c'est vrai. Et la deuxième, c'est que l'investissement de l'argent gagné était garanti de sortir, de se faire et de sortir. Oui. Aujourd'hui, avec l'insécurité, les gens disent je vais pas mettre mon argent. Et en plus, quand il y va et qu'il gagne, il y a des difficultés administratives pour le sortir. Donc ce sont les 2 raisons qui bloquent. Bon, alors en tout cas vous y serez puisque vous faites partie de la délégation accompagnant le président français qui partira donc ce mercredi, après le Conseil des ministres probablement d'ailleurs, en Tunisie pour 2 jours. Pour ce qui est de l'Algérie, des dates qui avaient été annoncées, écoutez, elles sont pas confirmées. Annoncées par la presse algérienne. Annoncées par les Jamais annoncées par l'Élysée, c'est ce que je vérifie. Oui, alors en tout cas, mais ça n'a pas été démenti non plus. Hein. Oui, mais après, il faut pas faire. Mais par contre, on m'a confirmé, on m'a confirmé qu'il y aura un voyage dont la date n'est pas encore fixée. Après, la difficulté, et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire une aide de polémique sur des actions aussi positives. Moi, je trouve que c'est très bien que la France aujourd'hui devienne un porte-drapeau économique et revienne en Afrique avec des bonnes intentions et non pas des velléités. Mais il ne faut pas oublier que pour l'Algérie, on a un calendrier à respecter, c'est l'état de santé ou de vie. Je sais pas comment on peut l'interpréter. Voilà. Là aujourd'hui, si on peut pas aller en Algérie, c'est parce que le président est hospitalisé en France. Ça, ce sont tes informations? Ah oui. C'est ce que tout le monde sait. Non, mais attends. Tu peux pas dire tout le monde sait parce qu'aujourd'hui les rumeurs. Mais non, mais le nombre de rumeurs qui donnent le président mort depuis des mois, elles sont hallucinantes. Non, mais Mourad, ici, moi je suis en position de force de dire que je suis tombé dans un piège un jour. Oui, tu as déclaré le président mort. Parce que j'ai reçu une dépêche. Une dépêche venant de Suisse. Tout le monde a été piégé par ça. Et je n'ai pas eu le temps de vérifier. Donc aujourd'hui. J'ai pas dit qu'il est mort. J'ai dit qu'il n'est pas disponible il n'est pas disponible médicalement. Voilà. Mais on ne peut pas savoir s'il est en France ou Alors, pas. question de Karim d'Orléans pour Tarek Mami. Bonsoir Karim. Karim, une fois, 2 fois. Oui, Karim, on vous écoute. Il y a du vent à Orléans. Oui, apparemment. Karim, on vous écoute pour votre question. Allez-y. Oui, bonsoir. Ma question s'adresse à Tarek, s'il vous plaît. Je vous en prie. Au sujet des mineurs qui partaient en Syrie. Oui. Il faut savoir qu'il y a une loi qui a été retirée dès l'arrivée de François Hollande. Est-ce que vous êtes au courant? Bien sûr, on en parle sans cesse ici. On en parle sans cesse, on en parlait pas plus tard qu'hier. Vous savez ce qu'on dit, cher Karim? Attendez, s'il vous plaît. Elle a été remise. Non, mais cher Karim, vers la fin du mandat de François Hollande. En 2015. Non, mais vous savez ce qu'on dit, nous, Karim? Et comment ça se fait qu'aucune association ne s'est manifestée pour... Non, c'est pire que ça. Nous avions dit sur cette antenne que les discours du président Hollande et de son ministre des Affaires étrangères, pour nous, ici à la radio, valaient incitation à aller en Syrie. Ouais.
Non mais quand Karim Fabius entend. disait que Voilà. Nasrallah faisait Voilà du bon boulot. incitation. Et donc ces gens-là qui sont partis, on peut dire qu'ils sont partis en leur qualité de Français, suivant le discours de leur président. Et donc c'est leur président et leur ministre des Affaires étrangères qui devraient être dans le même box des accusés pour les avoir incités à partir. Oui, donc on va beaucoup plus loin. Hollande, Monsieur Hollande, est le chef de l'État. Oui. Il doit passer au tribunal militaire. Et son ministre des Affaires étrangères. Fabius. Avec Laurent Fabius. le ministre des Affaires étranges. Oui, oui, Laurent mais Fabius. Fabius, il a d'autres procès en attente et on n'arrive pas à le juger. Merci Karim pour votre question. Messieurs, on va Mais faire on est au courant effectivement. Oui, C'est on en parlait surprenant. hier. Faut écouter Karim, le grand forum. Oui. Et puis surtout que maintenant il est partout, il est à la radio, sur l'application, sur le site internet. Et on peut écouter le soir et sur une chaîne YouTube. Et même bientôt sur la Lune. Oui, et bien justement, On y va tous les deux. sur la À la Lune, fois peut-être cachée. qu'on mangera du couscous. Écoutez. Non, non, ça, c'est- Fais-moi du couscous, fais-moi du couscous chéri, fais-moi du couscous. Le Maghreb uni autour d'un bon couscous, messieurs, dames, qui l'eût cru? Eh ben oui. L'eût cru. Eh ben oui. Qui fait du couscous. En tout cas, pour convaincre l'UNESCO, des experts marocains, algériens et tunisiens s'associent pour inscrire le couscous au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une décision commune qui pourrait peut-être faire son effet auprès du comité. Le couscous inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, donc à l'UNESCO, une idée presque logique après l'acceptation de la pizza ou encore du repas gastronomique français. Cette idée fait suite après une première proposition qui avait jamais abouti à cause d'un contentieux en 2016. L'Algérie avait tenté de déposer sa demande seule, ce qui avait logiquement provoqué la colère de son voisin, le Maroc, tout comme d'ailleurs le Maroc qui avait tenté de déposer le raï, un style musical inventé dans la grande région de Moranie. Et les Gnawa aussi. Et serait d'ailleurs assez difficile de situer culturellement d'un côté ou de l'autre de la frontière. Pour couper court en tout cas à tous ces débats, certains experts avaient en tête Slimane Hachi, qui est le directeur du Centre algérien de recherche préhistorique anthropologique, donc propose de faire front commun pour une seconde tentative de dépôt. Le chercheur a annoncé organiser dans les prochains mois de nombreuses réunions d'experts des trois pays afin de développer au mieux le dossier et de prouver ainsi son importance au niveau régional, mais aussi sa grande diversité. En effet, si le couscous est bel et bien partagé par de nombreux pays, ses préparations varient en sauce blanche, rouge avec de la viande, du poisson entre l'Est algérien notamment et la Tunisie, et même fermenté lui donnant une coloration noire dans les montagnes de l'Atlas. Selon les informations historiques d'ailleurs disponibles à ce jour, le couscous, ou du moins ses variantes, est présente dans la région depuis des milliers d'années. Des traces archéologiques, les plus anciennes, datent au moins 200 ans avant Jésus-Christ, avec des outils qui étaient omniprésents à l'époque de Massinissa, roi berbère qui a unifié la Numidie, un territoire qui s'étendait de la Libye au Maroc. Les couscoussiers datant du 9e siècle ont même été retrouvés à Tiaret dans le sud de l'Algérie. Les dépôts du dossier en tout cas devraient normalement se faire dans les prochains mois, mais même si cela se fait, le délai de traitement de dossier est au moins 5 ans, un peu de patience, mais ça devrait le faire, et surtout ça vaut vraiment le coup pour un bon plat de couscous et surtout pour unifier les trois pays du Maghreb, ça fait vraiment du bien. Vous savez Christophe que moi je suis adorateur entre guillemets, sans vouloir choquer personne, de l'œuvre d'Ibn Khaldoun. Ouais. Et Ibn Khaldoun dans son livre, donc en 1420, c'est comme ça, écrit que les Berbères, donc les Maghrébins, étaient connus par trois choses: par le bernous, par le couscous et par le fait qu'ils se rasaient la tête. Le couscous qui est le plat préféré des Français, hein. Oui, oui. Ouais, moi je trouve que c'est une bonne chose parce que ce qui manque justement, alors peut-être moins au Maroc, mais en tout cas beaucoup à l'Algérie, c'est ces labels en fait. Qu'on puisse faire venir du monde pour dire voilà, nous on a un savoir-faire, on a un label, c'est le couscous, il y a le mascara, il y a le vin mascara, il y a tous ces trucs-là. Et c'est vrai que c'est pas mis en valeur. Il est différent selon les régions. Et voilà, et c'est pas mis en valeur. Donc moi cette politique de labellisation, je trouve que c'est une chose positive. Qu'en plus elle est portée par les trois pays frères, je trouve que c'est encore. Enfin, je tape des deux mains, quoi. Il y a même avec les pieds. Alors, juste sur le couscous. Il y a de sortes de couscous entre les Tunisiens. Alors, il y a une hérésie. Alors, le couscous noir. Je vais t'interrompre. Je vais t'interrompre. Parce que il va y avoir Libertad et je vais demander aux auditeurs d'intervenir. Moi, je considère que le couscous au poisson, c'est une hérésie. Voilà. Attends, j'irai pas jusque là, mais je dirais que je demande aux auditeurs d'intervenir. Non, le couscous. Ça, c'est le bédouin qui parle du couscous. Est très bon. Le poisson est très bon, mais c'est vrai que le mélange des deux peut surprendre pour celui qui a l'habitude de manger du couscous avec de la viande, c'est tout. Et aux auditeurs, intervenez, donnez-nous vos conseils. Moi, la question qui m'intéresse, pourquoi le couscous noir? Pourquoi le couscous noir? C'est la graine qui a noirci, non? Dans les montagnes de l'Atlas? Oui. Ouais. C'est la graine, mais elle n'a pas noirci. On l'a fait noircir alors? Non, parce que vous prenez le blé, vous prenez l'orge, vous prenez l'orge est noire. Voilà, et vous prenez tous les grains qui sortent, et c'est la couleur du grain
qui est dans le truc. Et vous avez une autre spécificité tunisienne rigolote. Oui. C'est que quand vous allez dans la pub. rigolote, c'est que vous allez dans un restaurant, on Ouais. vous donne un couscous dont la semoule n'est pas blanche, elle est rouge. Ah oui. Je sais pas. C'est pour ça qu'on parlait de sauce rouge tout à l'heure. Non, et on dit pourquoi. En fait, le mec dans sa cuisine ou la dame, c'est quand elle a son semoule blanc, elle rajoute dessus un peu de sa sauce qui est rouge, Ouais. et ça donne cette couleur différente. Dans un instant, Libertad, allez-y. Bon appétit, messieurs, dames. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF sur France Maghreb 2 avec Tarek Mami et Mourad Goual. C'est le moment, évidemment, vous pouvez nous appeler sans filtrage, en toute liberté. 01 40 33 9000. On ne sait pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire. Hein. Des fois, on est un peu surpris dans le bon et parfois dans le mauvais sens, faut le dire honnêtement. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, votre prénom, cher monsieur. Abdel-Jabbar. Abdel-Jabbar. Qu'est-ce Vous qui se appelez passe? d'où? Vous appelez d'où? De Paris, Enchanté. place Cambronne, 15e. Enchanté. Ah ben on est content que la radio arrive au 15e parce que c'est juste limite à côté de la Tour Eiffel et normalement les radios qui sont pas à la Tour Eiffel n'arrivent pas là-bas. Alors, Abdel-Jabbar, qu'est-ce qui se passe? Non, mais moi je parle d'abord, je réponds au jeune homme, j'ai oublié son nom. J'ai pas entendu son nom. Mourad. Non. Monsieur Mourad, il parlait qui soutient les dictateurs. Dommage. Moi j'ai presque 70 ans, je suis pour la démocratie et la liberté. J'ai jamais dit ça, mon ami, et j'ai jamais dit ça. Il se renie. Tout à l'heure, il a dit les peuples arabes ne sont pas mieux pour la démocratie. Je dis que le Ben Ali, c'est ça. Nous, en Tunisie, moi je suis tunisien, Ouais. on est bien comme ça, la vérité, je suis bien. Non, tu es bien parce que tu vis en France. Je suis né Non, mais parce que contre tu vis en Ben Ali, France. je suis Moi, je parle des avec Ben Tunisiens Ali. qui vivent en Algérie, en Tunisie. Moi aussi, je suis un Algérien, je vis bien en France. Mais moi, si je vivais en Algérie, je serais pas heureux, je pense. Non. La vérité, moi, j'ai été scolarisé en Tunisie grâce à l'école bourguibienne. Bourguiba, c'était un dictateur, mais c'était un grand monsieur. La santé bourguibienne. Ouais. On a distribué la richesse en Tunisie. C'était un social-démocratie. Oui. 80% de moyens, tous sur leur maison. On était logés à l'époque du Bey dans du Gourbi. Après, on a eu des maisons correctes avec du douche, machin. Et maintenant, c'est mieux, donc. Et maintenant, c'est mieux. Chez moi, au caisse, il y a la c'est mieux maintenant. la source de Safia dans ma ferme. Et maintenant, Non, c'est mieux, monsieur. Faut pas dormir sur le nationalisme à deux balles. Nous, on veut avancer. On a tout, mais on critique, on veut. Mais mon on veut ami, mieux. déjà, rentre en Tunisie et construis là-bas. Pourquoi tu me parles depuis Paris? Tu me dis mon pays c'est le plus beau, tu me parles depuis Paris. Écoutez, monsieur, C'est très facile comme discours, ça. Avant, je suis venu et d'ailleurs, l'immigration tunisienne, c'est la plus bas du monde. Nos voisins italiens, ils sont 60 millions à l'immigration. Nos voisins algériens, 5 millions. Nous, on n'est même pas 500 000. On est parti les années 60 il y avait. Et maintenant, c'est mieux la Tunisie. Il y avait des besoins. Mais maintenant, les Tunisiens, à 78%, Abdel-Jabbar. Non, mais Est-ce que maintenant la Tunisie c'est mieux? Est-ce que la Tunisie aujourd'hui elle est mieux qu'il y a 5 ans ou il y a 10 ans? Elle est très bien. D'ailleurs, moi, je peux très bien. Les gens y vivent. Ils ont des. Mais quels gens? Quels gens? Mais de quels gens tu parles? Mais de quels gens tu parles? De ceux qui ont des euros comme toi? Parce que nous avons des patrons qui ont un peu quand même boudé, mais il faut qu'ils réinvestissent. Tu sais, Abdel-Jabbar, les gens. Ils reviennent comme avant, c'est tout. Abdel-Jabbar, je vais te dire une chose. Attends, je vais répondre. Mourad prend toutes les critiques. Non. Je ne supporte pas qu'on parle comme ça de la Tunisie, parce que c'est un pays que j'adore. Et les gens qui parlent comme lui, Abdel-Jabbar, c'est quelqu'un, il y a 10 ans, si j'avais dit que Ben Ali était un mauvais président, il m'aurait insulté. Bon, merci Abdel-Jabbar. Pour qu'on aille vite, c'est Libertad 01 40 33 9000. Alors, ma définition pour vous rassurer, cher Mourad, c'est la Tunisie aujourd'hui est plus libre. Mais plus pauvre. Voilà. France Maghreb 2. Après, les gens choisiront entre la liberté et la pauvreté. Bonsoir, France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est le docteur. Bonsoir, monsieur Christophe. Bonsoir. Monsieur Mami et monsieur Mourad. Je réponds à votre question. Il n'y aura pas de confrontation entre les USA à Manbij et les Turcs. Et je m'ajoute et je m'associe avec monsieur Tarek Mami. Il a très bien exposé. Il y a actuellement 1500 soldats américains à Manbij, et puis il y a un deal qui a remplacé le Sykes-Picot entre maintenant les Russes et les Américains d'un côté. Donc, et les Européens et la France en tête, ils sont timides. Ils ont passé au Conseil de sécurité sans résultat, et les Allemands demandent une réunion de l'OTAN pour dénoncer l'attaque turque contre la Syrie. Voilà. Et avec les tanks allemands. Allô? L'attaque turque avec les tanks allemands.
Absolument. Merci docteur. Merci, vous avez suivi d'ailleurs cette bagarre énorme qui a eu lieu à l'aéroport d'Hanovre, je crois, le week-end dernier entre Kurdes et Turcs. Celle-là, je l'ai suivi. Et il y a une manifestation d'ailleurs pro-kurde demain organisée à Paris. C'est la deuxième, puisqu'il y en avait une déjà samedi dernier. Voilà, absolument. Bon, on en prend un petit Et ça dernier. aussi, c'est pas bien pour la Turquie. Et notre ami Daoud nous écoute. C'est le nationalisme à l'intérieur fait pousser des antagonismes à l'extérieur, parce que dans cet aéroport, cher Mourad, chers auditrices, chers auditeurs, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est une bagarre entre Turcs, entre les Kurdes, et je sais pas si on les appelle les Arabes en Turquie d'ailleurs, je vais pas me faire... C'est les Ottomans. Non mais c'est pas des Ottomans, les Ottomans c'est un truc. Est-ce que c'est des Arabes? Est-ce que c'est des Turcophones? Je sais pas comment on les appelle, mais en tout cas entre les Kurdes et les autres. Et ça c'est très grave. Allez, un petit dernier pour la route, je crois que c'est Mohamed qui est avec nous. Salut Mohamed. Allô? Allô? Une fois, deux fois. Oui, bonjour Christophe. Mohamed, tu nous appelles d'où? Oui, d'Ivry-sur-Seine. Ivry-sur-Seine, on t'écoute Mohamed. Oui, bonjour à toi, bonjour à M. Tarak Mami, bonjour à Khaled. Non, c'est Mourad. Je vous appelle parce que j'ai reçu mon tonton aujourd'hui qui est venu de Bled et il vous fait coucou. Ah bah c'est gentil pour le coucou, le tonton il vient de quel bled? Et il remercie M. Tarak Mami pour ses prestations. Merci, il vient d'où, de quel pays? De Tunisie. De Tunisie, très bien. Est-ce que vous êtes pour le couscous au poisson ou pas? Comment? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on mange du couscous au poisson? Ah non, j'aime pas. Ah voilà, il est d'accord avec moi. Au moins une Tunisien qui est d'accord avec moi. Attendez, vous le mangez avec quoi le couscous? La viande. Avec de l'agneau. Avec de l'agneau, on est d'accord. Ça c'est un Tunisien du Sud. On est bien d'accord. Et vous êtes, attendez, ça c'est vous êtes Tunisien du Sud. Vous êtes d'où de Tunisie? Comment? Du Sud. De 12, de Sahel. De 12? Ah bah voilà, Tarek Mami de 12, c'est pas dans le Sud. Si, 12 c'est dans le Sud. C'est où? Non, Sous, c'est pas Sous, d'accord. Alors là, par contre, ça m'étonne, parce qu'en général, c'est quelqu'un qui a du goût, c'est quelqu'un de raffiné, voilà. C'est quelqu'un de raffiné. En tout cas, bienvenue pour vos vacances ou pour votre séjour en France. C'est très gentil. Et voilà. Et la souhaite, la radio vous souhaite un bon séjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, eh bien c'est terminé, dites donc, ça passe super vite. Merci Mourad. Surtout quand il y a Mourad qui fait monter l'audience. Ah bah oui. Et oui, comme d'habitude. Ça se saurait. Bon, Mourad, la semaine prochaine tu seras là. Sauf tu vas arrêter avec tes insinuations. Bah, pas du tout. Non, je suis là. Alors si tu veux et je vais venir. Et je vais mon cher Mourad, comme disait Mour, tu changes ton prénom d'abord. Et je vais venir avec la ventilation que m'a demandé Monsieur Tarek Mami. Quelle ventilation? Non, attendez Mourad. Ce qui est en coulisses reste en coulisses. On négocie. Non, vous négociez pas à l'antenne. Vous ne prenez pas l'antenne en otage pour négocier ou pour obtenir des faveurs. Non, on sera là. Ça se fait à Marseille, mais pas ici. On sera là la semaine prochaine et si l'actualité le permet, je parlerai de ce que je devais faire aujourd'hui comme sujet, c'était les pèlerinages à la Mecque. Oh. Si vous demandez un service, reportez-le de 2 vendredis. On le fera ensemble. Allez, et vous verrez les points de vue complémentaires. On fera une émission alors. Voilà. Très bien. Bon, du coup, il faudra que tu cherches un autre sujet. Merci à tous. Et on annonce en 5 secondes que notre ami Samir Abdeslam va reprendre début février parler islam. Très bien. 18h03 sur France Maghreb 2. Merci Tarek Mami, bon week-end, merci à Mourad, merci à tous. Retour lundi, il est 18h03. Marine Garel pour l'info. Marine, bonsoir. Bonsoir à tous. 14 départements en vigilance orange pour crues inondations sur les bassins de la Seine, de la Saône et leurs affluents. Contrairement à ce qui avait été annoncé les jours précédents, la Seine ne devrait pas dépasser les 6 mètres à Paris ce week-end. Et des mesures de précaution ont déjà été prises en Île-de-France. Près de 400 personnes ont été évacuées, principalement dans le Val-de-Marne. Par ailleurs, 5 autres départements sont en vigilance orange pour chute de neige et risque de verglas, dont la Loire, la Lozère ou encore l'Aveyron. Du nouveau dans l'affaire Arthur Noyer, les ossements découverts en Savoie le 13 janvier dernier sont bien les siens. C'est ce qu'ont révélé les analyses génétiques. Ils avaient été découverts non loin des débris de crâne du jeune militaire. Sa mort pourrait être imputée à Nordal Lelandais qui a été mis en examen pour assassinat. Ce dernier nie toujours les faits qui lui sont reprochés. L'ultime hommage rendu à Paul Bocuse, près de 1500 chefs du monde entier et plusieurs milliers d'admirateurs étaient présents ce matin lors de ses obsèques en la cathédrale Saint-Jean à Lyon. Le pape de la gastronomie s'est éteint à l'âge de 91 ans samedi dernier. 363 000, c'est le nombre de faux billets en euros saisis au 2e trimestre 2017 selon la Banque Centrale Européenne. C'est 10 000 de plus qu'en 2016. Ce sont essentiellement des coupures de 20 et de 50 euros. C'est une première. 6 étudiants français originaires d'Arles dans le Sud sont en lice pour les Oscars 2018. Ils sont sélectionnés dans la catégorie meilleur court-métrage d'animation. L'histoire de crapauds et de grenouilles qui s'invite à une garden party. La cérémonie américaine se déroulera le 4 mars prochain. Du sport et du football, le coup d'envoi de la 23e journée de Ligue 1 ce soir avec Dijon-Rennes.
Match à suivre à 20h45. Demain, Paris reçoit Montpellier à 17h. Du handball avec les demi-finales de l'Euro 2018 en Croatie. La France affronte l'Espagne. De son côté, la Suède est opposée au Danemark. 2 rencontres à suivre ce soir à partir de 18h30. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.